Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur les comics et leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois pour faire le point sur ce qui se passe d'intéressant dans le monde de la bande dessinée américaine et pas que, ainsi que de leur déclinaison sur différents supports, télévision, cinéma, jeux vidéo. Et donc là, on se retrouve pour le premier Front Page du mois de novembre 2023. On a pas mal de choses à aborder du côté bande dessinée, mine de rien, avec l'ami Corentin ici présent. Salut. Tu vas bien ? Oui. Alors on va commencer sans plus tarder. Est-ce que tu peux nous faire un petit point pour démarrer sur une campagne de financement participatif qui est en cours du côté de Comics Initiative? Ça s'appelle Ephéméra. C'est ce qu'on appelle du graphic memoir, comme tu aimes à le dire avec ton bel accent anglo-saxon. Et voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ce programme, sachant qu'on reviendra sur d'autres annonces Comics Initiative un petit peu plus tard dans le podcast? Bon, il n'y a pas énormément de choses à dire. En fait, c'est le projet, il tient simplement sur cette promesse justement d'être une biographie au format séquentiel de l'artiste, enfin une biographie sélective évidemment. Ça s'intéresse surtout à son enfance et à son adolescence de Brianna Lowen-Winson. Alors je sais pas comment ça se prononce, Lou Winson, je ne sais pas, parce qu'apparemment c'est un nom scandinave et que ça finit par O-H-N, qui raconte un petit peu sa relation à sa mère qui était frappée par la maladie mentale, et dans une allégorie qui va faire intervenir le monde forestier, le monde du jardin. Donc c'est un roman graphique de Fantagraphics au départ. Fantagraphics qui est un partenaire régulier de Comics Initiative, qui ont déjà ramené beaucoup de projets à eux, notamment Movable Oath et tant d'autres titres, maison d'édition assez sélective, assez exigeante, qui met en avant justement beaucoup de biographies et d'adaptations de vie réelle. Et d'ailleurs, il y a d'autres projets dans cette catégorie-là dont on va parler juste après. Celui-là, en l'occurrence, donc c'est vraiment une évocation assez. Alors, ils disent que c'est doux et que c'est chaleureux. Moi, ça m'a plutôt l'air assez écorché vif. Donc de l'histoire en fait de l'autrice et de comment est-ce qu'elle a essayé de construire une relation avec ses parents malgré leur difficulté à eux-mêmes se connecter au réel, dans du coup ce rapport aux plantes, avec des pages très très légères en dialogue, très chargées en feuilles, en branchages, et ce rapport terreux à la fiction. Donc c'est déjà en financement sur Ulule, en précommande sur Ulule, puisque là on est sur un truc qui ne vise pas une somme d'argent mais un nombre d'exemplaires minimal de commandés. C'est pas énorme comme objectif, puisqu'ils ont expliqué que leur principal reward à débloquer, c'était 150 exemplaires. Là, je crois qu'ils étaient à 70 la fois que j'avais regardé. Donc voilà, au bout de 150 exemplaires, ils débloqueront un entretien exclusif avec Brianna Lowen-Winson. Voilà, ça arrive. Si vous êtes dans cette démographie de lecteurs et de lectrices concernés, n'hésitez pas à vous y intéresser. Je trouve ça a l'air super joli quand même. Ça a l'air super joli. Les planches vraiment sur la page Ulule donnent vraiment très très envie. Pour vraiment une approche graphique que tu vois pas forcément souvent, donc vraiment qui donne sa personnalité à l'album, donc je suis vraiment assez curieux. Voilà, collection KI graphique. Ouais, qui est donc leur collection dédiée à ce qu'ils appellent le roman graphique, et dont, comme je vous l'ai dit, on vous en reparlera un tout petit peu plus tard dans le podcast, dans pas forcément si longtemps d'ailleurs, puisque l'émission sera pas non plus hyper longue, je crois. Donc, le deuxième point que je voulais aborder dans ce début de podcast, simplement les premières annonces d'invités pour le FIBD, puisque oui, il y aura forcément toujours un petit peu de comics au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui se tiendra du 25 au 28 janvier 2024. Mais oui. On espère voir certains d'entre vous sur place, puisque nous irons évidemment arpenter les allées du festival. D'ailleurs, il faut qu'on s'organise hors micro, Corentin, là-dessus. Oui. Et donc, qui est-ce qu'il y aura ? En tout cas, c'est Urban Comics qui a fait des premières annonces très officielles, en expliquant que d'une part, tu auras l'équipe créative de Vicious Circle, Matsam Tomlin et Libermero. Donc ça, quel plaisir. Ouais, quelle bonne nouvelle. Donc Libermero, qu'on connaît très bien, qu'on a déjà eu, ça fait 10 ans qu'on l'interviewe à intervalles plus ou moins réguliers, mais donc là il vient pas pour forcément, c'est vrai qu'il sort son recueil de couverture Cher Batman, Cher Détective, mais surtout il y a Vicious Circle. Donc des couvertures, c'est des lettres, c'est épistolaire, c'est incroyable. Ta gueule. Sa dernière création en creator owned, qui s'appelle Vicious Circle, voilà, qui est absolument somptueuse, et sur laquelle justement Libermero a cherché à se réinventer, à modifier son approche, sa seule approche photoréaliste sur le dessin.
En plus, il y a le scénariste, Matt Tomlin, donc, qui a fait Vicious Circle, qui a aussi fait Batman Imposter, qui est aussi très très chouette avec Andrea Sorrentino, et qui, accessoirement, a participé à l'écriture du film The Batman. Et à côté, on aura... Project Power, sur Netflix, avec Jamie Foxx, qui est un dealer de drogue qui donne des super pouvoirs. Ça, c'est moins... Ouais, mais ça, et il y c'est a moins... Joseph Gordon-Levitt, et c'est une merde. C'est moins Regardez-le, prestigieux. c'est de la merde, vraiment, c'est pas bien. C'est moins prestigieux sur le CV. Et à côté, on aura Steven Subic, qui dessine le Riddler année 1. Quel plaisir. C'est trop bien, Riddler année 1, lisez-le, vraiment, si vous êtes fan de Sienkiewicz, on bouffe bien. Donc voilà, donc un trio d'invités, à voir si on aura d'autres, mais c'est déjà vraiment vraiment chouette d'avoir cela, sachant qu'il y aura une petite tournée même de dédicaces pour Madsen et Liber Mero, 3 dates juste après le FIBD. Donc si vous voulez louper Angoulême, mais que vous êtes dans le sud de la France ou sur Paris, vous aurez l'occasion de les rencontrer. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Autre invité de marque, vraiment Daniel Close, qui est invité donc par les éditions. C'est qui, Marc? Voilà. Putain. Tu vois ce que ça fait Non, mais franchement, il était pas mal. Ouais. Ah voilà. Pour le coup, c'est un invité de Thierry, en plus, c'est pas de Marc. Tu vois. Donc, le grand Daniel Close, qui sera présent avec les éditions Delcourt. Là aussi, on imagine qu'il y aura peut-être d'autres auteurs présents, mais c'est le premier qui a été dégainé, puisque le catalogue de Daniel Close a été repris par les éditions Delcourt après que Cornelius en avait fait quand même... avait fait les travaux initialement, et cette opération de reprise, en fait, c'était pour éditer surtout le nouvel inédit de l'auteur qui est sorti qui vient de sortir d'ailleurs à l'heure où on enregistre ce podcast, qui s'appelle Monica. Et donc, je crois que les albums qui sortent en novembre ne peuvent pas être dans la sélection, donc je sais pas si peut-être ils les ont envoyés en avance ou pas, parce que j'aurais envie de dire que Monica devrait certainement être dans la sélection officielle. Si pas cette année, de toute façon, ce sera l'année prochaine, à mon avis, parce qu'il y a déjà énormément de louanges qui ont été faites par nos confrères de médias spécialisés bande dessinée. Parce que Daniel Close, voilà, c'est du comics techniquement, hein, c'est du graphic novel, ça vient des États-Unis. Oui, c'est du comics. Oui. Mais ça fait partie de cette partie de la bande dessinée américaine qui n'est pas du tout forcément identifiée. Ouais, non, c'est les héritiers de Crumb, c'est du comics alternatif, contre-culture, avec des, voilà. Et c'est de la vraie bande dessinée, quoi. Oui. Enfin, je sais pas ce que c'est que la vraie bande dessinée, mais c'est la bande dessinée qui dans l'imagerie. Non, mais dans l'imagerie, voilà, c'est dans l'imagerie que ça va parler à des médias généralistes qui en auront rien à foutre des artistes du comics. Des gens qui serrent les mains des ministres de la culture et tout, tu vois. Voilà. Mais en tout cas, ça aussi, on espère qu'on réussira à le rencontrer, parce que à la fin, ce sera pas aussi inaccessible qu'un Chris Ware, ce genre de choses là, quoi, tu vois. C'est sûr. Bon, c'est dans les mêmes eaux au niveau accessibilité. Hein. J'ai un peu peur que ce soit un petit peu le cas, mais bon, c'est pas, en tout cas, ça fait des gros noms. Et aussi également Thomas Giorello, un artiste qu'on aime beaucoup par ici, qui avait dessiné pas mal de Valiant, notamment le X-O Manowar de Matt Kindt. Pourquoi est-ce qu'il vient et avec qui il vient? Eh bien, il vient avec Bliss Edition. Et pourquoi est-ce qu'il vient? Parce que c'est la grosse nouvelle vraiment de ce podcast de l'année. En vrai, pour moi, je trouve franchement ça fait. Moi, je suis 21e siècle. De tout. Non, moi, je trouve vraiment sans mentir que c'est une des vraiment très bonnes nouvelles de l'année dans ce milieu-là. C'est que donc Thomas Giorello viendra avec Bliss parce que ils ont les droits pour les comics Bad ID. Enfin, ça fait mine de rien, ça fait plus d'1 an que j'étais à New York pour parler du problème d'accessibilité des comics Bad ID en France avec Dinesh Shamdanzani. Et à l'époque, maintenant on peut vous le dire pour rien vous cacher, on savait qu'il y avait des discussions et notamment avec Bliss pour les années, mais voilà, on attendait que ça allait. Donc maintenant c'est bon. Quand nous sommes allés à Bordeaux voir Monsieur Bliss, c'était il y a très longtemps. Il nous avait dit déjà qu'il était en discussion avec Dinesh et que lui justement il avait accès à toutes les BD. Que Dinesh continuait à lui envoyer, il était en mode genre mais laisse-moi les publier, et ça y est mon gars. Voilà, donc ça fait vraiment trop plaisir. Pourquoi? Parce que Bad ID, si vous connaissez pas, c'est un éditeur indépendant qui s'est lancé donc avec Dinesh Shamdanzani et Warren Simons, donc les gars qui ont fait de Valiant ce qui était vraiment une excellente maison d'édition en fait entre 2012 et 2016. Une fois qu'ils ont été virés, c'est là que ça s'est cassé la gueule. Heureusement, ils se sont pas laissés abattre. Ils ont fondé une nouvelle maison d'édition. Ils l'ont appelé Bad ID. Pourquoi? Parce que leur principe, c'est qu'ils n'ont que des mauvaises idées, comme le titre l'indique. Donc, pas de version numérique de leurs comics, pas de version TPB, seulement du single issues. Et en plus, ils limitent le nombre de comic shops qui vendent leurs single issues, et c'est un single issues par personne. Donc voilà. Ça, c'est des cailloux aux gens. C'est le principe de départ. Après, voilà, ils ont enchaîné plein d'annonces, plein de trucs et tout. C'est assez fatigant à suivre, en vrai, si on essaie de voir toutes les idioties un petit peu. C'est des petits cons, hein. Enfin, genre, on va crever. En fait, non, vous inquiétez pas. Mais c'est pas drôle.
Voilà, mais moi j'avais participé, par exemple, ce qu'ils avaient fait pour la New York Comic Con l'an dernier, c'était il fallait se balader pendant 1 heure sur la Comic Con avec des pancartes où il y avait marqué Stop Bad Idea. En gros, il fallait les arrêter parce qu'ils allaient détruire l'industrie sinon, tu vois, machin. Ouais. Et une fois que tu avais fait le tour, tu venais sur leur stand récupérer du coup des single issues, tu vois, de titres qui allaient venir par la suite, ou parfois même ils font ça sur des single issues qui redistribuent pas ailleurs. Je crois d'ailleurs que ceux que j'avais récupérés étaient pas forcément réédités ensuite, quoi. Donc voilà, ils ont plein de trucs un peu virales, de façon un peu virale de fonctionner. Mais voilà, pour les comic shops, en gros, t'en as un en Belgique et tu dois en avoir un à Londres qui propose leur titre. Donc autant pour vous dire que pour les avoir en France, c'est hyper compliqué. Mais par chance, d'ailleurs on salue Salim, grâce à qui on a pu lire tes singles, frérot. Voilà, grâce à qui on a pu lire un des 2 titres qui fera les débuts du catalogue Bad Idea chez Bliss Edition. Donc c'est L'œil d'Odin ou Odin's Eye, écrit par Joshua Dysart, dessiné par Thomas Giorello, donc c'est pour ça qu'il est là. Et Joshua Dysart qu'on adore ici puisque c'est celui qui a fait Imperium, Harbinger, Imperium et Life and Death of Toyo Harada, et qui a fait aussi Goodnight Paradise. Merci. Voilà, un auteur avec qui on avait fait un podcast de 2 heures en full VO il y a quelques années déjà maintenant. Vous savez qu'on aime beaucoup ce qu'il avait fait. Il avait fait aussi Urgence niveau 3. Ouais. Donc c'est un auteur de la maison aussi, de Bliss, clairement. Donc c'est vraiment tout. D'ailleurs, je veux dire, il y aurait pas eu de logique à ce que Bad Idea aille ailleurs, tellement c'est les mecs de Valiant avec les équipes créatives qui ont fait les grandes heures de Valiant, pour l'éditeur français qui a tenu et qui a soutenu Valiant jusqu'au bout et qui continue de le faire malgré la déchéance de la maison d'édition aux États-Unis. C'est vraiment trop chouette qu'ils arrivent. Donc... Oui, et puis c'est la logique Bad Idea de miser sur le rapport humain avec des comic shops à qui ils font confiance, avec cette logique de récompenser le lecteur et tout, de travailler avec Flo, parce que justement c'est le mec qui dès le début en fait a pris ses burnes en main et dit je vais monter une maison d'édition juste parce que je suis fan de Valiant et je vais travailler avec ces mecs-là, etc. Enfin c'est totalement logique, et on peut saluer Dinesh qui a toujours justement entretenu ce bon rapport, parce que s'il voulait une meilleure distrib ou s'il voulait des plus gros chèques, c'était pas là qu'il fallait aller, tu vois. Ouais, c'est possible après à voir, parce que comme dit, je sais que Dinesh est quand même super chiant à contacter et à répondre à tout ça, donc à voir s'il a pas eu d'autres propositions juste qu'il les a pas eues, tu vois. Franchement, je serais pas surpris. Qui nous fait mail 6 mois après. Ah merde, Delcan m'a écrit, il proposait 200 000. Zut alors. Mais donc voilà, donc L'œil d'Odin, de quoi ça parle? Putain, c'est compliqué de détailler l'histoire. Non, on peut en reparler quand ce sera Bucky Shoes. En tout cas, je pense que si vous êtes fan de Dysart, de toute façon, vous allez aller dessus, j'imagine. Ouais, après donc c'est un titre vraiment très mythologie nordique. C'est vrai qu'il y a un pitch, je crois, qui a quand même été diffusé par quel goût? Framboisé avec des cristaux croquants comme ça, incroyable quoi. Oui, on s'intéresse donc à Solveig, une jeune fille issue d'une famille paysanne norroise qui est victime d'une crise durant laquelle elle a une vision d'Odin. Mais elle arrive, en fait, c'est ça qui va lui attribuer une mission. Et en gros, sa mission, ce serait de retrouver l'œil manquant d'Odin par rapport à la mythologie nordique, sauf que elle comprend pas forcément vraiment quel est le but de sa mission, comment elle doit l'accomplir, et donc elle essaie de trouver le sens de ce qu'elle doit faire, sachant qu'elle est aussi atteinte de crise qui la font passer en mode berserk, on va dire, complètement démente. Et c'est vraiment Après, moi, je suis pas spécialiste de la mythologie nordique, mais pour moi, une forme de relecture, en fait, ou d'appropriation par Dysart de ce que sont les mythes nordiques, et en fait, une lecture hyper violente, tout simplement, parce que c'est une héroïne qui va en prendre plein la gueule. Enfin, il y a plein de personnages qui interviennent, qui en prennent tous plein la gueule. C'est vraiment un récit très dur pour ces personnages. Et absolument magnifique, parce que Giorello au dessin, mais c'est n'importe quoi, le mec. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'être un grand expert de mythes nordiques. Ouais. Qui déjà sont une relecture catholique chrétienne des vrais mythes nordiques. Écoutez Nota Bene, c'est vachement bien, il fait un gros travail là-dessus. Mais ouais, non, mais carrément, c'est une super nouvelle, et moi j'aimerais bien aussi le truc de La Rosa aussi, j'aimerais bien qu'il l'annonce. Mégalith. Ouais. On l'a annoncé? Enfin, t'as pas lu l'article que j'ai fait? Non, pas tout. C'est pas bien. Mais j'aime bien découvrir aussi quand on fait des podcasts. Si, ils ont dit, pour l'instant, parce que donc ça arrive en janvier. Ensuite, en mars, il y a Pirate Queen, qui est écrit par Peter Milligan, donc qui avait fait Britannia chez Valiant, et dessiné par Adam Paulina, qui lui avait fait Fallen World. Donc super. Là aussi, pareil, réunion de bons auteurs et bons artistes. Donc sur un récit un petit peu de vengeance avec une pirate en héroïne. Donc là, pareil aussi. Du coup, celui-là, je peux pas en parler bien parce que j'ai pas eu la chance de pouvoir le lire. Mais ça, l'équipe créative, elle est ouf. Puis ils ont déjà annoncé ENIAC de Matt Kindt et Doug Braithwaite. Ils vont faire a priori
le Tankers de Robert Venditti et Juan Rosérib, qui est un peu la version sous stéroïde d'un coup de tonnerre de Ray Bradbury. En gros, puisqu'en fait, c'est des compagnies pétrolières pour avoir plus de pétrole dans le présent, décident en fait de dévier l'astéroïde qui a buté les dinosaures. Sauf que quand ils reviennent dans le présent, bah forcément, les dinosaures, ils sont toujours aussi là. Et du coup, bah la couverture, c'est ça, c'est que t'as du Marines en méca qui se tape contre des dinosaures. J'avais vu les images de ça, ouais. En vrai, c'est complètement con comme ouais, c'est génial. Pas parce que les dinosaures sont morts qu'il y a eu du pétrole ensuite. J'en sais rien, moi je suis pas géologue, mais on s'en branle, c'est juste que le concept est trop bien, tu vois. Oui, de toute façon des dinosaures contre les marines, ça. Ouais, c'est ça, voilà, on s'en trop bien quoi. Les 4 et donc effectivement le Megalith de Matt Kint et Lewis LaRosa, mais qui est en train d'être développé, qui est toujours pas sorti aux États-Unis et tout ça. D'ailleurs, moi j'avais backé le projet en payant du coup je sais plus combien de frais de port de façon absolument absurde, mais bon, voilà, au moins ça arrivera aussi en VF, et donc c'est quand même une opportunité de pouvoir découvrir ces titres en album, du coup vraiment qui est vraiment super chouette, et surtout que pour rappel, parce qu'on parle souvent de comics indés, de titres indés par opposition au truc de super-héros, mais bon, Bliss, c'est vraiment une maison indé. Oui, il y a pas de grand groupe derrière, parce que 404 fait partie d'Editis, iComics c'est à Brajlon, et maintenant c'est donc Brajlon c'est à Hachette. Tu vois, il y a plein de Delcourt, c'est pas du tout indépendant, hein, c'est une énorme maison d'édition aussi, tu vois, même si leur titre dedans. Donc en vrai, les vraies structures éditoriales indépendantes, c'est Achilleos. Qui font du crowdfunding, hein. Ouais, c'est ça, Achilleos, Bliss et Comics Initiative, vraiment, tu vois. Delirium aussi, ouais, effectivement, qui sont vraiment menés à bout de bras. Donc, par un seul mec à chaque fois. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est des équipes à taille plus qu'humaine pour le coup. Et la résilience de Bliss qui a su anticiper et rebondir sur le fait que voilà, son catalogue principal est en train de se casser la figure aussi avec Valiant. Il a quand même, d'ailleurs, il a pas arrêté, il les a continué de proposer les titres, même si on avait qui étaient vraiment pas ouf, pour quand même pouvoir proposer ceux qui étaient quand même de meilleure qualité, comme un Bloodshot Unleashed par exemple. Ils ont abordé aussi tout un autre pan d'une bibliographie plus engagée, plus tournée vers la jeunesse et le young adulte, aussi en accord avec les valeurs de la maison d'édition. Et puis là, clairement, et donc le fait de pouvoir aussi voir le catalogue s'étoffer avec les titres Bad ID, qui, à mon sens, sur la seule promesse de l'œil d'Odin, en fait, sont des titres indés de qualité, clairement, qu'il faudra les découvrir, proposés en grand format pour la sortie en VF, parce qu'il a compris aussi que le format, c'est des équipes créatives ouais, de ouf quoi. Voilà, que le grand format, c'est aussi comme ça qu'il faut les proposer maintenant, en fait, quand c'est de l'indé, parce que sinon le format comics, pour une bonne partie des titres, en fait, c'est l'envoyer au casse-pipe, quoi. Donc vraiment très très chaud, janvier 2024, le 26, soyez là pour soutenir l'œil dedans, ce sera vraiment important, parce que voilà, c'est vraiment ouf que ça puisse arriver. Grave. C'est vraiment une chance, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est une lifeline de ouf pour Bliss, quoi. C'est quand même là, depuis enfin, je veux dire, Valiant, c'est fini, on arrête maintenant de se mentir, Valiant, c'est fini. Bon, on verra avec du cadavre par-ci, non, mais genre, voilà. Avec Alien, dans sa forme actuelle. Après, avec les nouveaux trucs qui arrivent, mais ça fait comme des années que le mec se raccroche aux peu de trucs qu'il lui reste à publier qui sont à peu près regardables. Et là, c'est en plus depuis des années qu'il nous parlait de ces discussions avec Dinesh. Franchement, ça fait quand même plaisir, parce qu'on était tous un peu inquiets pour Bliss quand même. Et là, voilà. Je pense qu'il y a d'autres structures qui auraient fermé la porte avant. Ouais. Et puis c'est quand même vraiment très cool de la part de Dinesh, justement, de continuer à lui faire confiance. Là où il aurait probablement pu négocier des sommes plus importantes en allant chez un plus gros, quoi. Ouais. Donc voilà, cool. Vraiment, vraiment très très chouette, et donc on vous en reparlera évidemment. Et alors je sais pas si enfin voilà, il y aura Giorello, je serais trop content si Dysart revenait aussi, quoi. Mais à voir, quoi. Je veux bien Paulina aussi, j'aime bien Paulina. Ouais. Aussi. Mais après Bliss, de toute façon, tu te rappelles, hein, le lancement de Bliss en 2016, il y avait Paolo Rivera, ils ont invité Matt Kint, ils ont invité plein d'auteurs. Bah voilà, Dysart et Ponticelli aussi. Ils ont toujours. La plupart ils sont européens en plus. Bah ça dépend, oui, mais de toute façon, mais même les Américains, il avait ramené Zander Cannon pour Kaiju Max, donc il a jamais lésiné sur les moyens, en fait. Il a toujours été hyper volontaire là-dessus. Même d'ailleurs, à quel début, il y avait Wendy Shu du coup sur Tight Song et Mooncakes, c'était super cool de l'avoir. Elle vient de New York, hein, tu vois. Donc vraiment, non, toute confiance là-dessus. Je pense qu'il fera ce qu'il faut pour accompagner ces titres. Du côté, justement, on parlait d'indépendants. Comics Initiative, donc, qui annonce 3 romans graphiques pour 2024. Corentin, je te laisse un petit peu nous faire le débrief. Absolument. Alors, il y a déjà le dernier, j'allais dire, non, c'est pas le dernier, c'est le premier, en fait. Roman graphique de Kevin Mutch, qui avait déjà été édité, qui était en fait l'album, l'auteur qui avait ouvert la ligne calligraphique avec The Rough Pearl. Là, ils vont prendre un projet un peu plus ancien à lui, qui s'appelle Indie Fantastic, qui est donc Fantastic Life en version originale, encore une fois, Fantagraphics, qui voilà raconte un petit peu la jeunesse de Mutch,
à l'époque où il commençait un peu à avoir des problèmes de santé mentale dans la scène canadienne du punk rock. Donc voilà, c'est encore une fois, comme Daniel Close, cette version du roman graphique un peu plus exigeante, un peu plus cynique, un peu plus sociétale, un peu plus portée sur la drogue et la musique aussi. Et là, il rajoute aussi quelques histoires bonus qu'il a assignées à droite et à gauche. Donc voilà, ça c'est très bien. Il y a des trucs plus particuliers, notamment Blessure invisible de Jeff Lifson, qui là, comment en parler? C'est l'histoire en fait de Jeff Lifson qui s'interroge sur ça fait quoi d'aller mener une guerre pour les États-Unis, ensuite de revenir au pays, et qui va aller mener des interviews avec différents vétérans de la guerre d'Afghanistan, et qui va leur laisser raconter leurs histoires, les trucs qu'ils ont fait sur place, comment est-ce qu'ils ont réussi à se réintégrer ou pas. Voilà, mais là ça a plus à voir avec les trucs comme Urgence Niveau 3 et tout. Enfin, c'est vraiment du récit de vie. Il y a du rapport entre la vérité humaine face à la bestialité et la guerre. Et alors un projet qui est encore un peu plus bizarre, je trouve, c'est The Under Tension de MS Harkness. Alors là, c'est l'histoire réelle de MS Harkness. Et pour vous résumer ça simplement, c'était une étudiante en dessin qui était amoureuse et qui faisait du sport, qui était amoureuse d'un combattant de MMA qui avait lui-même une copine, qui a décidé de plaquer ses études de dessin pour vendre de la drogue et se prostituer, et en même temps de devenir coach sportive, et en continuant à dessiner à côté. Voilà. Alors Arnaud qui n'a pas lu Manius fait une tête bizarre. Mais en fait voilà, c'est l'histoire vraie d'une nana qui simplement ne croyait pas qu'elle avait le potentiel nécessaire pour devenir une artiste, qui était aussi passionnée par le sport, donc a décidé de poursuivre cette carrière-là à côté, et qui a effectivement, à un moment donné de sa vie, décidé de vendre son corps et de vendre de la drogue, et qui maintenant fait le bilan de tout ça avec le recul, parce qu'elle est un peu plus âgée aujourd'hui. Encore une fois, Fantagraphics, encore une fois, c'est du roman graphique mémoire. C'est pas du tout le truc le plus évident à conseiller aux fans de Batman, on va dire, mais ces trois projets qui définissent assez bien les contours de la ligne calligraphique, d'aller prendre justement ce qui se fait de mieux sur le marché indé des romans graphiques exigeants et qui s'adresse à un lectorat beaucoup plus large, qui va chercher dans la vérité de leurs auteurs et de leurs artistes, et avec des thèmes qui brassent tout un tas de choses. Là, en l'occurrence, voilà, on parle de MMA, on parle de sport, on parle de drogue, on parle de guerre, donc c'est des trucs qui sont importants, je pense, d'éditer en France. C'est assez curieux que ça passe par Comics Initiative, parce qu'en fait, je vois plein d'éditeurs comme Toussaint l'Ouverture ou quoi que ça pourrait intéresser de faire ça. Donc pourquoi pas, enfin c'est... Parce qu'ils ont d'autres choses à Toussaint l'Ouverture, là ils doivent bosser sur le Émile Ferris. Oui, bien sûr. Tu vois, et Toussaint l'Ouverture est pas du tout d'ailleurs dans une production en fait. Eux, ils sortent vraiment les titres un par un de façon très très distanciée, tout ça pour que chaque bouquin en fait ce soit l'événement littéraire, même en bande dessinée, tout ça, que t'aies des campagnes d'affichage dans le métro et tout ça, c'est peut-être une autre façon de fonctionner, mais en tout cas tu vois quand même que le rythme de publication de Comics Initiative c'est fortement c'est plus du tout c'est vraiment parce que ça reste toujours une maison d'édition indépendante vraiment en termes de structure, parce que pour le coup vraiment pareil, c'est Michael Jérôme qui fait beaucoup de choses tout seul, alors il est pas tout seul, bien entendu, il y a des équipes et des collaborateurs, mais qui fait quand même les choses un peu comme un one man army, et en même temps quand tu vois le volume d'édition, il sort plus de bouquins que iComics par exemple, tu vois, je clairement, ouais. Donc c'est quand même assez impressionnant, ouais, cette évolution. Et là, ceci dit, parce que je vous le décris peut-être un peu mal, mais The Under Tension, c'est quand même assez léger, hein. C'est du dessin plus un peu Scott Pilgrimien, on va dire, parce que c'est en noir et blanc, il y a un côté un peu vie sociale, petite dérive un peu genre on sort entre copines, on se met une caisse, on ramène un mec à la maison et tout. Enfin, c'est pas du tout un truc noir et ténébreux, hein. Ça reste bien. Pour le coup, j'ai eu l'occasion un peu de le feuilleter, celui-là, en version américaine. Et ça m'a l'air très bien, très cool. Je suis peut-être plus circonspect sur le projet des Blessures Invisibles, parce que c'est pas un truc qui, moi, me parle du tout. En revanche, Kevin Mudge et The Ruffle particulièrement, c'était génial. J'ai pas encore lu Fantastic Life, mais je fais pareil, pour un mec qui est un tel héritier de Daniel Close et de Crumb et tous ces mecs-là, c'est cool de voir que ça va pas justement dans les trucs habituels, et qu'effectivement, Comics Initiative nourrit une ligne qui est très vaste maintenant, qui est très, très riche, avec des trucs jeunesse, des trucs de comics plus classiques, les grands noms du dessin britannique, etc. Enfin, de la scène britannique en général. Donc ouais, c'est une boîte qui va plutôt bien, hein, en tout cas au niveau de la ligne et de l'offre. En tout cas, ouais. Donc cool. Il en faut pour tous les goûts, pour tous les marchés, pour tous les publics. Tout à fait. Et comme disait Balou, il en faut peu pour être heureux. Oui. Ce qui n'a aucun rapport.
Voilà. Mais j'avais envie de le... Ça a rien à voir. J'avais envie de... C'est vrai que t'as un petit côté Balou, hein, faut savoir. Je suis plutôt le Bagheera de ton Balou et ça, parce que Dario serait l'oubli. Je suis pas très poilu, hein, donc. Bah quand même. Enfin, tu frérot là, tu veux dire au niveau capillarité. J'ai des cheveux, oui, mais j'ai pas. Et une barbe. T'as des gros poils sur les bras aussi quand même, non? Non, t'es un ours, t'es devenu un yeti, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce qu'il raconte? Allez, Corentin, petit point aussi sur des titres qui sont sortis récemment. Est-ce que tu as lu l'Incal, Corentin? Oui. Tu te rappelles du personnage de Captain Cayman? Oui. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il est? Captain Cayman, alors c'est le fils d'un noble et d'une sirène qui veut naître avec une malformation, enfin avec des bouts d'un poisson, quoi, on va dire, et qui va être destitué de son... de reptile, enfin pas de poisson. De reptile, oui. Plutôt, ouais. Qui va être destitué justement de son statut de noble pour devenir un pirate. De l'espace, et qui va, voilà, s'installer sur une base de pirates, et là, apparemment, si j'ai bien compris, l'idée, c'est de continuer à piller le cercueil de Moebius parce qu'ils ont pas réussi à faire des super-héros. Alors, il y a une façon de dire les choses, il y a une façon de voir les choses, mais en fait, bon, ça fait quand même depuis pas mal de temps que l'univers de l'Incal, donc de Jodorowsky et Moebius a continué d'être exploré, littéralement, oui, c'est un univers spatial, mais Jodorowsky signait les tomes avant l'Incal. Oui, mais c'est l'auteur. Voilà, mais donc... C'est pas pareil. Là, c'est pas Jodorowsky qui va là, c'est un spin. Écrire. Oui, mais tu sais, tu vois bien que c'est une pierre angulaire de la bande dessinée de science-fiction et que t'as peut-être des gens qui ont envie de s'intéresser à cet univers et aux personnages qui en découlent. Ils ont qu'à lire l'Incal. Mais ils ont envie de créer. Ils ont envie de créer. Ils ont qu'à créer. Mais Metabarrow aussi, d'ailleurs, il y a eu plein de spin-offs. Oui, par Jodorowsky. Mais pas que. C'est lui qui a créé au départ le spin-off. Oui, mais il y a pas que, je veux dire. Rien à foutre. Non, parce que si tu pars du principe là-dessus, en fait, on arrête tout. Oui, on arrête tout. On arrête Astérix, on arrête de faire des nouveaux Gaston Lagaffe, on invente des trucs nouveaux. Je trouve que comme Moutafoukas, par exemple. Il y a du franco-belge qui respire et qui va bien. C'est comme là, il y avait une tribune. Moutafoukas, il y a eu 3 spin-offs. Il y avait une tribune que La Chasse, il a écrit pour BFM où il interroge ceux qui font de la BD franco-belge classique et qui se disent, ouais, on n'est pas considéré, contrairement aux jeunes punks qui font des trucs un peu alternatifs. Ça, c'est vraiment le discours blockbuster, film d'auteur de. T'as vraiment envie de quoi. dire, mais les frérots, enfin, ça va, vous vendez bien, déjà, c'est quand même plutôt pas mal, non? Vous voulez pas mener un chocolat, en plus? Là, je trouve vraiment, enfin, du coup, je te laisse finir la news. Oui, alors, parce que du coup, en fait, le personnage du Captain Cayman apparaissait dans Avant l'Incal, en fait, et depuis quelque temps maintenant, Humanoids Inc. et donc la branche américaine des humanoïdes associés continue de développer, en fait, faire des récits en recrutant quand même des gros noms de l'industrie américaine et britannique pour faire des récits sous forme d'albums récits complets. Il y avait eu notamment Psychoverse de Mark Russell et Yannick Paquette. Faudrait que j'aille le lire d'ailleurs parce que c'est quand même un auteur que j'adore et un artiste que j'adore. Et donc là, le nouveau qui vient de sortir, c'est Captain Cayman. Donc vraiment un récit qui se passe avant le récit de l'Incal directement. Ouais, avant l'Incal. Et je pense du coup en préquel même de avant l'Incal. C'est compliqué à situer ça dans le temps, mais en gros qui retrace juste en fait, c'est une histoire d'amour en fait, grosso modo, avec Aurora, qui est donc une femme dont il est éperdument amoureux, qui va rencontrer en fait autour de sa quête en fait pour essayer de briser la malédiction, sa mutation qui l'affecte et qui fait qu'il a notamment une grosse queue de reptile quoi. Donc ça c'est le pitch. Et pourquoi j'avais envie de le placer, parce que au niveau de l'équipe créative, donc Dan Waters qui est un auteur dont on va reparler juste après d'ailleurs, très bien, qui est un très bon auteur, et surtout il y a John Davison au dessin. Oui. Et John Davison, vous le savez, ça fait partie de nos petites marottes sur lesquelles on aime bien placer nos billes. Donc dont la dernière fois justement qu'on avait parlé de Bloodshot Unleashed il y a quelques temps quand il était sorti chez Bliss Edition, on disait mais en fait il est parti au bout du 3e numéro et qu'est-ce qu'il a fait depuis, on le retrouvait pas. Donc alors soit on était passé à côté de l'info, soit c'est juste que ça avait pas été forcément annoncé en grande pompe, mais donc voilà, il est au dessin de cet album et ça se voit juste à la couverture qui est super jolie. J'ai pu le feuilleter un petit peu, c'est son découpage minutieux, c'est son trait, voilà, c'est du Frank Quitely like, c'est toujours aussi agréable à regarder, donc en faisant confiance à Waters quand même qui est pas un nul du scénario, je pense que ça peut être quand même un bon ajout dans cet univers, même si oui on peut aussi râler à juste titre contre le fait de continuer de vouloir exploiter la marque l'Incal et de vendre nos chefs-d'œuvre aux Américains à défaut de pouvoir faire des trucs qui intéressent les lecteurs de ce marché, parce que United et 2H1 c'était un échec monumental et je pense qu'ils sont pas posé les bonnes questions. C'est plutôt que de faire justement un truc qui soit de meilleure tenue en fait. Ils se sont dit bon, qu'est-ce qu'on a? On a Moebius, on a Jodorowsky, c'est connu aux États-Unis. Mais c'est parce que c'est ça, c'est parce que c'est quand même hyper important aussi pour les Américains. Tout à fait. Là, on a fait récemment un podcast Baki Shoes où on parlait de Jakub Rebelka
Et je disais qu'il était inspiré Alors par du coup, Moebius. il arrivera après. D'accord, l'écouterai un jour ouais. peut-être. Faut voir quand même le nombre d'artistes américains pour qui, encore une fois, même Geoff Darrow, mais même Moebius, Frank oui. Whiteley, hein, Oui. pour qui Moebius, ça reste le dieu du dessin et point. Il y a rien avant Moebius. C'est un peu notre Otomo. Et déjà, enfin, il y a Chuck Kirby. Otomo même, Otomo était fan de Moebius. Hein. C'est pas pour rien justement qu'il a fait éditer aux États-Unis Akira en couleur avec merde, comment s'appelle l'éditeur? Bref, peu importe. C'est parce que justement l'éditeur en fait était un proche de Moebius qui avait participé à Heavy Metal Hurlant, enfin Heavy Metal aux États-Unis, et que Otomo en fait voulait rencontrer Moebius. Hein. Je crois même qu'il a été à son enterrement. Enfin c'est. Il n'y a pas de petit hasard. Ouais. Bref, tout ça pour dire que effectivement c'est très connu. Moi, il y a deux choses, c'est voir Dan Waters et John Davison travailler ensemble. Quel que soit le projet, ça m'intéresse. Les voir rendre hommage au maître, tant mieux. Effectivement, c'est comme tu dis pour Mark Russell et Yannick Paquette, je les aime tous les deux. Mais j'ai quand même une petite difficulté. Et tu vois, c'est comme quand j'ai mon putain d'Intermarché et que je vois encore qu'il y a un nouveau Astérix qui est sorti. Laisser les œuvres être conclues. En fait, laisser l'idée que on n'est pas justement nous sur le marché des super-héros et on pourrait faire ce débat à chaque podcast. Pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas justement le Punisher à crever? Pourquoi est-ce que on veut pas juste se dire, écoute, voilà, c'est bon, il y a plus grand chose de neuf à raconter avec Batman. Peut-être qu'il serait temps de passer la main, etc., etc. Moi, j'aime bien l'idée que le franco-belge, ça reste quand même gouverné par les auteurs et pas forcément par les propriétaires de maisons d'édition. Et c'est de moins en moins le cas, hein, puisqu'on continue justement à faire du Spirou, à faire du Tintin, on va ramener Gaston Lagaffe, nanana. Au lieu de se dire, mais si la raison pour laquelle on a réussi à créer ces œuvres-là à une époque et qu'elles ont eu un tel succès, c'est parce que on a fait confiance à des artistes qui avaient une voix intéressante à faire valoir. Et il y a encore des artistes qui font de la nouveauté, c'est très bien. Je dis pas du tout que c'est aussi justement désespérément occupé par les licences que ça peut être le cas aux États-Unis. Mais merde, moi je trouve vraiment, enfin pour moi, l'Incal c'est le putain de Mobius, c'est le putain de Jodorowsky. Il y a déjà eu beaucoup de spin-off à mon sens. Il serait peut-être temps d'en rester là. Tu vois, c'est comme les Sandman Universe qui ont été faits après Neil Gaiman, la moitié sont à jeter. Et en même temps, t'aimes bien le Nightmare Country, tu vois. Il y en a des très bien, mais peut-être que, en fait, Nightmare Country ça aurait pu être une création originale de Tynion et Steren sans être besoin de se raccrocher, encore une fois, à un truc qu'on a déjà lu et déjà vu, tu vois. Donc voilà, ça c'est le point de vue anti-consommation Corentin le gauchiste de merde. Mais après, voilà, tel quel, si l'histoire elle est bien, je serais le premier à le dire. J'aime beaucoup voir Davison travailler. Dit quand même le mec qui ira se jeter sur le moindre comics Godzilla fait par des artistes qu'il aime bien. Mais je les ai jamais payés, par contre. Si je puis me permettre, je donne pas un Boom Studio quand ils font du Godzilla, les tout le temps c'est de la merde. Et honnêtement, les comics Godzilla, c'est pas censé être rationnel. Le Justice League versus Godzilla, oui, je suis content de le lire. Pour la partie de Justice League. Pas pour la partie Godzilla. La partie Godzilla, c'est juste un prétexte de crossover à la con. Voilà. Tu me tends des mauvaises perches, là. Du coup, je vais encore plus m'enfoncer dans la caricature. Mais bref, voilà. Arnaud Kikou. Et c'est juste de voir sur quelle licence, en fait, toi, on pourrait continuer à quelle licence je suis faible? Ouais, sur quel truc, en fait, on te produit un spin-off et tu vas la bite à l'heure comme ça pour, c'est bon. La bite à l'air, mon dieu. Je sais pas si ça existe. Je sais pas, tu départs dans une librairie, tu fais, wouh, c'est la fête, je prends tout. Bah, techniquement, c'est Batman, quoi. Ça, ouais. Tu vois, c'est ma grosse faiblesse. Hein. Bah ouais, bah voilà. Quand ils font Batman par Christian Bale, je suis en mode genre, non, j'ai pas encore eu assez de Batman. Ouais, tu vois, bah voilà, c'est ça. Donc tu parles au mec, oh, on peut arrêter d'exploiter les trucs, faut arrêter un moment, on fait une fin à Batman. Mais t'avoueras quand même que c'est un problème dans la BD américaine, le fait qu'on soit encore obnubilé par les mêmes putains de personnages, et que ça participe pas d'un côté comment inventer le monde de franco-belge / comics de demain. C'est quand même con parce que justement Humanoids mais c'est une reprise par les ricains d'une pierre angulaire de la BD française. Donc moi je trouve que le métissage de l'approche il est intéressant. Tu vois, il est intéressant, je suis d'accord, mais Humanoids c'est quand même triste de voir à quel point ils se reposent sur leur laurier d'autrefois, quoi. Alors qu'à une époque ça a été un phare qui a guidé la bande dessinée à l'échelle mondiale. Ouais, mais après j'ai envie de dire que c'est le cas de beaucoup de maisons d'édition qui se reposent beaucoup sur ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Sur les trucs, enfin, toutes les industries culturelles, tu vois, même dans le jeu vidéo avec tous les portages, les remasters, les remakes. Putain, la façon dont on n'arrive pas à aller de l'avant et qu'on se repose, justement, qu'on préfère se concentrer sur les acquis du passé, elle est quand même assez symptomatique. Non, mais je suis grave d'accord avec ça. Ouais. C'est là où je dis ça pour Humanoids, mais, pardon. Le constat pourrait être beaucoup plus général. Il y a une façon de révérer le passé en faisant fi de ce qui se fait de bien au présent. Qui moi me terrifie justement. Par exemple, j'y reviens parce que c'est l'exemple qui est le plus facile à sortir.
on a des mecs comme Guillaume Singelin ou Mathieu Bablet qui font de la science-fiction à la Métal Hurlant, plus ou moins, ça a digéré d'autres influences entre-temps, mais par exemple, Carbone et Silicium aurait pu paraître dans Métal Hurlant à une époque. Peut-être c'est plus ça qu'il faut mettre en avant, tu vois. Aller chercher Bablet, lui dire, fais-moi un single, ça va pas te prendre trop de temps, dans une anthologie de science-fiction stylée qu'on publierait aux États-Unis, tu vois, c'est un truc qui serait intéressant à creuser, plutôt que, encore une fois, de dire, mais vous avez kiffé Moebius? Voilà, regardez, on vous fait du Moebius au présent avec des requins. Et ça, je trouve, effectivement, en dehors même du jugement qualitatif, un peu dommage, quoi. Voilà. Très bien. Autre sortie aux éditions Julliard, donc là aussi clairement une maison d'édition dont on vous parle très peu parce que elle n'est pas spécialisée dans la bande dessinée, encore moins dans la bande dessinée américaine. Julliard, pour l'info, par rapport à l'actualité, c'est eux qui ont publié, dont la directrice d'édition en fait est Véronica. Pourquoi je dis Véronica? Parce que Archie, Betty et Véronica. Non, mais le consentement, ça peut pas comme ça. Le consentement, c'est le film avec... c'est le film qui est adapté du bouquin. Vanessa, merci. Filio. Oui, Vanessa, voilà. Donc, Vanessa Springora, qui est éditrice, en fait, directrice d'édition aux éditions Julliard, et qui a donc publié le bouquin qui actuellement est adapté au cinéma avec Jean-Paul Rouve et Kim Higelin et qui fait un gros carton. Tout ça pour dire donc qu'ils sont dans de la production aussi avec des romans qui sont engagés sur des thématiques engagées, donc c'est pour ça que on retrouve chez eux un album, un gros pavé en souple de beaucoup qui est épais, pardon, j'ai pas la pagination exacte devant mes yeux, et qui s'appelle The Talk. C'est écrit par un journaliste noir américain qui s'appelle Doreen Bell, qui est aussi dessinateur de presse et qui est le premier dessinateur de presse cartooniste noir américain ou juste noir en tout cas à avoir été récompensé du prix Pulitzer, c'était en 2019, et qui parle dans cet ouvrage en fait de sa vie sous le prisme de ce The Talk, qui est un truc très américain, qui est la discussion en fait que chez les noirs, en gros, un parent va avoir avec son gamin pour lui dire: mon fils ou ma fille, mon gosse, tu vis dans une société où à cause de ta couleur de peau, tu vas être en danger tous les jours sans que t'aies rien fait. Et ça, comment ça se traduit? Ça se traduit que le fait que, par exemple, quand il est gamin, on lui peint un faux pistolet en plastique en verre pour être sûr, en fait, qu'un policier ne va pas le confondre avec une vraie arme et va pas mettre en joue un gosse sous prétexte que parce qu'il est mort, en fait, il pourrait avoir vraiment une arme à feu. Et donc ça, c'est le point de départ, c'est la discussion que Darin a eue avec sa maman, qui pour le coup, en plus, sa maman était blanche, puisque en fait, Darin Bell est plutôt clair, il est métis, du coup, ou alors adopté. Merde, je me rappelle plus. Je veux pas dire. Il est light skin, tu vois. Ouais, il est light skin, par contre. Mais je me rappelle plus si. Light skin, pour ceux qui sont pas sur Twitter, c'est les noirs qui sont plutôt clairs de peau et qui, un peu comme Zendaya, j'ai envie de dire. Elle est noire, Zendaya, au départ? Ouais. Ouais, voilà, qui du coup, passent mieux en société, en tout cas, du point de vue des Babtouks. C'est ça, mais sauf que, en fait, ils sont tout aussi sujet au racisme, de façon générale. C'est American Carnage, vous comprendrez. Ouais. Donc il y a cette ouverture là et ça va se décliner dans plusieurs scènes en fait qui montrent, je trouve, par rapport, parce qu'on sait que le racisme existe, on sait qu'il est présent, c'est bien de le voir raconté en fait par une personne qui l'a vécu réellement sur des scénettes parfois aussi anodines, que en fait il va aider un copain qui est d'origine asiatique à aller en fait voler des figurines dans un magasin. Ils se font gauler, mais il y a que lui en fait qui est embarqué par le vigile. Et de la même façon que quand il a son permis et qu'il peut enfin conduire, il a une discussion avec son grand-père son oncle qui lui dit: mets toujours tes mains bien sur le volant, aie toujours l'air détendu, fais pas roule correctement et fais pas de gestes, enfin même d'embarquer brusque, tout ça. Et en fait, le fait de te faire contrôler par la police en tant que Renoir, en fait, peut être une scène qui te met peut être un moment qui peut très mal se passer. On l'a vu quand même maintenant avec les témoignages, le cas de George Floyd notamment, et la résonance particulière qu'il y a eu sur cette thématique depuis 2020. Mais donc là, ça remonte un truc des années 80 et le récit fait la boucle, puisque ça se conclut quand Darin Bell, devenu adulte, devenu père, a lui-même en fait le moment où il doit aborder cette question avec son propre fils. Donc vraiment une somme de grands arcs narratifs là-dessus. Du coup très puissant à lire, très intéressant. Qui est donc avec le style de Darin Bell, donc qui est dessinateur de presse, qui est dans le dessin de presse. En gros, vous voyez, j'ai envie d'ici, le seul que je connais, c'est Plantu, en fait, vraiment. De nom, quoi. Mais Plantu, c'est pas bien. C'est même plus vraiment du dessin de presse, Plantu. Ouais, non, mais. C'est de l'art abstrait, maintenant.
mais non, là pour le coup c'est très concret, c'est juste que voilà, c'est pas photoréaliste du tout, c'est pas non plus cartoon non plus, les personnages sont assez réalistes avec une mise en couleur assez à l'économie, on va dire, tout en aquarelle et tout ça, avec quand même parfois des façons de représenter justement les figures étrangères, dans le sens que la façon dont Darin Bell enfant voit un chien ou son voisin ou un policier justement qui vient s'en prendre à un gosse qui veut juste jouer au policier et au voleur avec un pistolet en plastique. Il y a vraiment des choses qui sont vraiment assez intéressantes sur l'exploration graphique. Et le seul reproche que j'aurais à faire, c'est que je sais pas si, enfin, c'est de la BD pour les gens qui aiment pas lire des bouquins, et du coup pas forcément de la BD non plus qui serait pour les gens qui aiment vraiment lire de la BD, parce que c'est très terre à terre, c'est très documentaire en fait, hein, c'est dans le témoignage. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec calligraphique, quoi. C'est de la BD qui s'adresse à une partie qui lit pas de comics régulièrement, ou de BD normale entre guillemets. Ouais, complètement. Et après, mon interrogation toujours aussi, c'est de me dire à qui elle s'adresse, parce que c'est vrai que c'est quand même très américain. Alors on n'a pas ce problème de la police qui est surarmée pas encore, en tout cas en France. Donc je pense qu'il y a des scènes en fait qui peuvent pas forcément nous renvoyer à. Ouais. Bon, moi ça me va déjà. Je pense qu'il est déjà bien armé. Oui, non, mais c'est pas la question. Donc j'aimerais. C'est vachement intéressant à lire, mais c'est que à qui ça s'adresse en France par rapport au vécu qu'on a, parce que je pense que les personnes du coup noires savent très bien ce que c'est le racisme, et donc ont pas besoin qu'un Américain leur explique. Et pour les gens qui ne le sont pas, bah j'imagine que les gens qui sont racistes vont pas aller se pencher sur son bouquin. Donc c'est toujours ce côté un petit peu ce côté un petit peu, je me dis à qui ça s'adresse. En tout cas voilà, c'est bien que c'est un bouquin qui est important, qui a été primé aux États-Unis forcément. Ouais, un flocage prix Pulitzer sur une maquette, ça fait quand même plaisir. Et puis non, je pense que peut-être qu'on surestime un peu, mais j'ai pas l'impression qu'en fait en France on soit équitablement raciste en fonction des communautés. Aux États-Unis, c'est clairement plus les Afro-Américains et les Latino-Américains qui sont les premières victimes du racisme ambiant, des cibles politiciennes et de la violence policière, évidemment. Alors que en France, ce serait plutôt, j'imagine, les gens qui sont issus de l'immigration arabe. Tu vois, George Floyd, ça a fait quand même beaucoup réagir aussi en France. Hein. Oui. Il y a eu beaucoup de manifestations. Il y avait des manifestations, tout ça. Je pense qu'on a conscience, en tout cas, de notre point de vue, même s'il y a évidemment des trous du cul qui vont dire que c'est wokisme et compagnie, mais on a conscience quand même que le problème du racisme aux États-Unis, c'est pas une fiction, c'est pas un discours de démocrates énervés, etc. À mon avis, c'est plus facilement perméable en France que des bouquins qui parleraient de l'expérience de vie d'être arabe dans un pays où c'est mal vu, tu vois. Là, il y aurait peut-être plus de problèmes à pénétrer un marché, je pense. Voilà, en tout cas, c'est disponible donc en librairie aux éditions Julia. N'hésitez pas à y jeter un œil. Ensuite, du côté de la VO, maintenant on fait une petite partie VO. Donc on disait qu'on allait reparler de Dan Waters. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a un double projet de comics qui arrive avec Ramvé également. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Corentin? Présente-nous ce que c'est. Oui, absolument. Alors c'est Ramvé et Dan Waters, ils appartiennent à un même studio de création qu'est le studio White Noise, et ils ont décidé de travailler main dans la main, même si le communiqué de presse d'Image Comics n'explique pas, enfin ne revient pas sur les détails du truc. En fait, Image Comics a fait un communiqué où ils annoncent 2 séries qui vont être mises en couleur par Lilo Rich, toutes les 2, et qui ont un même terrain de jeu qui est la ville fictive de Neo Novea, puisque c'est du polar science-fiction. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, dans une série qui s'appelle The One Hand, donc c'est aussi un jeu de mots parce que The One Hand ça veut dire d'un côté, on the one hand, on the other hand. The One Hand qui vont... Merci pour la leçon d'anglais de 5e. Avec plaisir, tu sais, c'est normal. Mais non, mais attends, t'arrêtes pas de me dire que c'est compliqué de parler anglais apparemment, donc j'essaie d'être didactique. Donc ce projet-là, en fait, qui est donc le projet de Ramvé, va raconter comment un criminel qui apparemment avait un modus operandi assez particulier, alors probablement qui coupait des mains, j'imagine, puisqu'il y a cette thématique de la main dans le communiqué de presse, va réapparaître en fait. C'est-à-dire que tu vas suivre le point de vue d'un flic qui a déjà arrêté à 2 reprises le criminel en question, qui est au bord de la retraite et qui en fait voit apparaître une série de crimes qui ressemblent beaucoup au mode opératoire justement de ce tueur-là. Donc lui se dit, écoute, ça veut dire qu'il s'est évadé, soit qu'un imitateur est apparu et donc il renonce à sa retraite pour mener cette dernière aventure. Voilà, et se mettre à la chasse au gars, quoi. Alors c'est assez joli. En l'occurrence, c'est dessiné par Lawrence Campbell, qui est venu en France d'ailleurs assez récemment au Festival des Livres d'en haut. Ouais. Voilà, qui est un grand collaborateur de Mike Mignola, qui a beaucoup travaillé avec Dark Horse sur les séries du BPRD, qui a fait du Punisher Max aussi. Donc c'est du polar, voilà, dans un monde futuriste, qui fait pas trop Blade Runner en l'occurrence. C'est futuriste, mais ça pourrait quand même être assez proche de la modernité.
Donc ça, c'est une histoire de Ramvé. Donc déjà, Ramvé, Lawrence Campbell, on est content, voilà. Et après, le deuxième effet qui se coule, c'est que Image t'annonce ensuite une autre série qui s'appelle The Six Fingers, qui là va être faite par Dan Waters. Et déjà, j'aurais dû prendre des notes, moi, en fait, ce qu'il artiste déjà. C'est Sumit Kumar, voilà, qui avait fait The Savage Shores. Je crois qu'il doit être aussi dans le studio White Noise, d'ailleurs. Parce que pareil, pote de Ramvé et tout. Et en fait, The Six Fingers, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est l'histoire d'un étudiant en archéologie qui se réveille un matin à côté d'un cadavre. Et en fait, la façon dont il l'a tué ressemble beaucoup à comment opérait un célèbre tueur qui coupait les mains des gens. Et il sait pas en fait si c'est lui qui l'a fait. C'est juste qu'il s'est réveillé à côté du cadavre, mais il a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et donc, bah, évidemment, pensant qu'il va être reconnu coupable, il décide de s'enfuir dans la ville de Neo-Novea. Et donc, ces deux histoires vont être publiées parallèlement et en simultané, donc un numéro de l'un et un numéro de l'autre. Et dans les deux cas, en fait, on va suivre le jeu de chat et la souris entre le héros de The One Hand et le héros de The Six Fingers, donc le traqué et le tracker, qui vont tous les deux remonter la piste de ce qui s'est vraiment passé et explorer les secrets et l'arborescence de qui tient vraiment la ville de Neo-Novea, qui est vraiment à l'origine des crimes, qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer. Donc c'est un polar croisé. Et c'est assez ambitieux parce qu'en fait, on n'a pas... en comics de super-héros, ça peut arriver, on a parfois on a même souvent en fait des séries qui se juxtaposent d'un truc à l'autre. On a régulièrement des mini crossovers comme là avec The Gotham War, où on voit deux points de vue sur une même histoire qu'on doit suivre en enchevêtré. Mais en indé, c'est pas si fréquent, en vérité. T'as vraiment que les séries comme justement les Hellboy et BPRD, où il arrive parfois qu'il y ait une sorte de chevauchement. Il y a quelques projets qui vont taper là-dessus, mais c'est quand même assez rare qu'un studio d'artistes, surtout sur une création originale, décide de concevoir en fait une maxi en 12, mais qui va être publiée en 2 mini en 6. Et si vous voyez les deux couvertures des deux numéros 1, c'est vraiment la même esthétique. C'est vraiment fait pour être au sein d'un même univers. Alors on sait pas si c'est un univers à usage unique, s'ils l'ont créé juste pour ça, ou si en fait l'objectif serait de faire, comme dans Criminal avec The City, un nouveau terrain de jeu. Un hub, ouais. Ouais, un hub pour de nouvelles histoires, un peu comme Sin City, hein, encore une fois. En tout cas, c'est plutôt cool. Ça fait du nouveau Ramvé, ça fait du nouveau Dan Waters. Moi, j'ai assez hâte de lire ça. Et alors, V explique que justement, l'objectif, c'est de faire du neuf. C'est de pousser en fait l'art séquentiel vers un truc qui se fait plus rarement en indé. Et il explique que voilà, c'est une idée frénétique qu'il a eue avec Waters et qu'ils ont noté ça jusqu'à 3h du matin, etc. Donc à voir. Moi, j'ai toujours confiance dans ce que fait ce mec qui ne se foire pas. Donc cool. Yes. Et puisqu'on parle de Ramvé, l'autre grosse nouvelle avec Ramvé, c'est l'annonce de Dawn Runner, un projet de Ramvé Evangelion avec Evangelion Kaggle. Vraiment, voilà, on peut pas faire les meilleurs jeux de mots. Enfin, je n'aurais pas meilleur jeu de mots pour présenter ce projet. S'il n'est pas de toi le deuxième. Neon Genesis, Evan Kaggle, c'est ce que nous avait dit un bon ami qui est sur le dos. On va rien dire de plus. Tout à fait. Et du coup, tu peux aussi un petit peu nous parler ce que je te laisse les commandes de la partie. Non, mais c'est très simple. Le synopsis, il est très con comme on aime. C'est Pacific Rim, point. Et Pacific Rim qui était déjà Neon Genesis Evangelion, point. Enfin, Neon Genesis Evangelion, comme on dit en France, point. C'est-à-dire, en fait, voilà, c'est des robots géants qui apparaissent. Des monstres géants qui apparaissent en Amérique latine et que vont poser un petit problème à l'espèce humaine qui va donc réagir comme le ferait n'importe quel bon être humain de fiction avec des monstres géants en construisant des robots géants, voilà, et qui va chercher à former les meilleurs pilotes. Et le pilotage des robots géants demande une certaine expertise, un travail psychologique. Alors il se passe 100 ans entre l'apparition des monstres géants et le combat final qui va être mené par l'héroïne qu'on voit sur la couverture. Et pendant ces 100 ans, en fait, l'humanité, je pense qu'il y a une petite allégorie du réchauffement climatique, Pendant 100 ans, en fait, on t'explique que l'humanité lutte pour sa survie et que, en fait, c'est plus qu'une série sur les monstres géants. C'est surtout, en fait, une métaphore sur la résilience, sur la persistance de ce combat éternel qui nous attend, j'imagine, par rapport, si on parle de la survie par rapport à la nature, que nous allons vivre de notre vivant et que nos enfants vivront eux aussi. Ramvé compare ça à un combat de gladiateurs, en fait, où l'humanité est perpétuellement jetée dans l'arène, puisqu'un gladiateur, en fait, ne vit pas, il attend juste le prochain combat, et son but à lui, en fait, c'est de survivre à ce combat pour mener le suivant, et le suivant, et le suivant, et il n'y a pas de conclusion qui est annoncée. Donc c'est limite encore plus crépusculaire que Pacific Rim, qui était déjà assez dur. Dans Pacific Rim, on t'explique bien que là, chaque monstre géant qui apparaît, il est encore plus grand, il est encore plus gros, et qu'en fait, on ne sait pas comment reboucher cette putain de faille.
Et que donc, en fait, à un moment donné, il va peut-être falloir arrêter de croire qu'il faudra juste construire des plus gros robots parce que même les robots, ils se font dégommer. La couverture, alors, ça a été annoncé en 2 temps. D'abord, on a eu une sorte de petit gif animé avec la couverture de Kegel qui était mise en image façon jeu vidéo 8 bits / opening d'animé années 80. Donc, c'est clairement l'objectif. Voilà, ça va chercher chez Otomo, ça va chercher chez Evangelion, ça va chercher chez même un peu 20th Century Boys, je pense. Il y a ce côté, on fait de la fiction à la japonaise et on le sait. Ça fait 3 ans que c'est en développement. Depuis 3 ans, on voyait des planches régulièrement de Evan Kegel, que je connais pas du tout. Hein, je vais pas vous mentir, je ne sais pas d'où apparaît ce mec. Je sais pas ce qu'il a fait avant. L'influence graphique qu'il convoque est évidemment très japonaise, évidemment très japanime, mais ce sera en couleur et pas en noir et blanc, contrairement à ce qu'on pensait au début. Il y a déjà des plans d'édition pour le marché français, nanana. Et voilà, enfin, je pense que c'est littéralement un projet de gros fanzouz d'Evangelion qui reste, selon les avis compétents et les milieux interlopes, l'un des meilleurs animés japonais de l'histoire des animés japonais et l'œuvre maîtresse, si on veut parler de monstres, enfin de kaiju contre robots. Enfin, même d'œuvres de mecha en général, peut-être, parce que, à part Gundam, il n'y a pas non plus 40 grands chefs-d'œuvre que les gens peuvent te dégainer de tête. Enfin, si, les vrais passionnés vont te parler de plein de trucs, Night of Sidonia, etc., mais, en termes très grand public et un truc qu'on considère comme étant incontournable, Evangelion, ça reste la matrice ultime et si les gros monstres ils apparaissent, eh ben, on construit des gros robots et on leur met sur la gueule. Et Pacific Rim n'est qu'une fanfiction en image réelle de Evangelion. Donc, j'ai vu des commentaires qui disaient que, justement, pour tous ceux qui sont un peu allergiques à ce genre de fiction, ça va pas forcément être le Ramvé de tous les Ramvés. Je peux très bien comprendre, mais ayez confiance, dites-vous que c'est justement Ramvé, que combien de fois Ramvé s'est planté, 0. Même quand il va chez DC Comics et qu'il il est moins libre de ses mouvements, il reste quand même un scénariste exceptionnel. Et que voilà, enfin, moi le mec pourrait m'annoncer une BD sur le vélo, sur c'est quoi de gravir le col de machin, etc. J'en ai rien à foutre, c'est Ramvé, il va bien faire les choses. J'ai toute confiance en lui. Et là, de ce qu'on voit quand même des planches de Kegel, ça a l'air quand même assez beau, quoi. Ouais, de ouf. Voilà. Merci Arnaud pour ce commentaire. Mais de rien. Ça fait très plaisir d'avoir ton analyse pertinente et développée. Toujours. Bah, non, tu devrais être critique. Je suis saucé. Je pense. Je suis complètement saucé, ça, c'est pas, enfin, voilà, quoi. Très bien, merci. Non, mais franchement. Il y a un refus d'obstacle, là, hein. Non, ça a l'air bien. Ça a l'air trop bien. Puis je vous emmerde. Des kaiju, des méga robots, Ramvé, Van Kagel, le mec est trop fort, quoi. Donc, il y a quand même pas mal de dessins qui ont circulé au cours des derniers mois, hein, sur les réseaux, parce qu'ils l'utilisaient quand même de façon plus ou moins poussée. Il y a quelqu'un qui, en plus, a fait un thread pour réunir tous les visuels qu'on avait déjà. Vraiment, c'est chercher un petit peu, c'est de la branlée, quoi. Ça va être la branlée. Donc, moi, je suis ultra chaud. Autre truc sur lequel je suis chaud, les retrouvailles de Tom King et Bilquis Evely, donc l'équipe créative de Supergirl Woman of Tomorrow, qui reviennent ensemble chez Dark Horse Comics. Corentin, pourquoi faire pour faire de la BD? Oui, effectivement. Mais je n'allais pas du tout dire ça. Je n'ai pas ton esprit candide et ludique. Non, j'allais te dire pour faire Helen of Windhorn, qui alors bon, déjà, première chose à dire, Tom King commence petit à petit à bifurquer vers la création originale, sans renoncer à ce qu'il fait chez DC, parce qu'il continuera à travailler chez DC, je pense, il n'y a pas de raison, il est bien là-bas, c'est un peu l'un des scénaristes rois du moment chez DC Comics. Mais peut-être qu'il commence aussi à avoir fait le tour de la question, je ne sais pas. Donc il a pas fait de série The Question. Eh oui, excellent Arnaud, drôle ta question. Mais donc là, il a annoncé Animal Pound, qui va être une relecture de La ferme des animaux de George Orwell. Il a fait Love Everlasting. Enfin, même, c'est fini, Love Everlasting? Non, pas encore. Ouais. Non. Il continue de faire Love Everlasting. Et t'as fait un bruit bizarre. Pardon. C'était quoi? Refais-le? Non, mais je crois j'ai juste reniflé, mais j'ai le nez bouché. Est-ce que t'es en train de me refiler ton rhume de merde? On aurait été un miaulement, c'était trop bizarre. Mais donc, il a fait comme ça, vraiment, c'était trop mignon. Donc en plus, on est sous la couette, là, on est bien. Donc, mais pas à côté, enfin pas collé, bref, peu importe. Donc, ça ne regarde pas les gens, ça son merde, ça va quoi. Que disais-je? Oui, donc là en fait c'est l'histoire d'une jeune femme dont le père était auteur de fiction, un auteur plutôt typé fantasy apparemment, qui aurait écrit un truc un peu façon Le Guerrier Éternel, de la littérature pulp, où un guerrier immortel combat les menaces et les forces du mal, etc., dans un truc qui fait très médiéval, très chevaleresque. Donc son père meurt et elle hérite de la maison familiale qui était fondée par son grand-père, le père de son père.
Et en arrivant, elle réalise en fait que toute cette fiction-là n'est peut-être pas juste une invention de son paternel, mais vient de quelque part, notamment de la forêt qui borde le manoir. Et dans ce manoir, en fait, il y a le guerrier éternel en question. Voilà, proposition qui n'est pas tout à fait du déjà vu, hein, le rapport entre réalité et fiction. Et même, c'est une sorte de petit rite de passage quand un auteur qui a fait beaucoup de comics chez Marvel DC passe en indé et qui va interroger son rapport au récit, son rapport à l'écrivain, son rapport à la matérialité, entre la réalité et la fiction. Voilà, on a déjà vu ça récemment, même avec Crossover de Donny Cates et tout. Pourquoi pas? Moi, j'avoue, je suis pas particulièrement saucé par le pitch, dans la mesure où voilà, j'ai lu Vertigo en fait, et que j'ai l'impression de reconnaître un petit peu beaucoup de choses que j'ai déjà lu avant, comme The Unwritten et tout. Ça, ce sera de pire en pire avec les âges, hein, parce que plus t'auras lu de trucs, plus ça va être difficile de se réinventer. Mais ceci dit, j'ai toute confiance dans l'équipe créative. Moi, encore une fois, Tom King, de toute façon, ce sera déjà oui, puis déjà ça va être beau, quoi. Oui, voilà. Parce que Bill Quist, elle est formidable, et puis tellement bien. C'est une artiste extrêmement talentueuse, effectivement. Ouais, ce qu'ils ont donné ensemble. En plus, c'est pas juste Bill Quist-Evely et Tom King, c'est toute l'équipe créative de, ouais. C'est le même coloriste, c'est Mateus Lopez, je crois, qui fait les couleurs. Ouais. C'est le même lettreur, même. Donc c'est Mateus Lopez, de mémoire, c'est celui qui a mis en couleur Saison de sang. Ok, bah ouais, très bon coloriste aussi. Donc c'est toute l'équipe créative de One of Tomorrow, donc, déjà, c'était une bonne histoire de Tom King, c'était même très bien, et on sait qu'elle s'est bien vendue d'ailleurs depuis que James Gunn en a parlé. Donc ouais, avec plaisir. Moi, j'attends un petit peu justement cette grande révolution que sera le Tom King sur le marché indépendant. Le Everlasting, c'est très bien. Ça arrive en VF d'ailleurs, n'hésitez pas à le lire. On en parlera bientôt. Animal Pound, pareil, j'ai confiance, connaissant un petit peu l'écriture de King, relire Orwell justement par rapport à la modernité politique des États-Unis, ça peut être vachement bien de ce point de vue. Là, ce projet, j'avoue que je le vois un peu arriver de nulle part. J'ai pas l'impression que King soit un mec qui a beaucoup travaillé dans le médiéval fantastique. Et en même temps, c'est une occasion de se renouveler. Donc, avec plaisir, n'hésitez pas, monsieur, à continuer à créer sur l'indé. Yes, merci beaucoup Corentin. Et puisque quand même là on a quand même passé beaucoup de temps à parler de comics indé, de trucs qui ont l'air cool, plutôt moins, ou même quand c'était pas trop cool, ça permettait d'avoir des bonnes discussions. Il faut quand même un petit point. Donc sur Marvel. Voilà, sur les trucs qui t'agacent, qui sont un peu plus agaçants. Moi ça m'agace même plus en fait. Là j'ai passé le cap de l'agacement, si tu veux. Je suis à un stade de neutralité émotionnelle, parce que sinon j'ai pas envie, tu vois, de gâcher ma vie avec ça. Mais donc Arnaud, de quoi parlons-nous exactement, hein, alors? Eh bien, on parle de deux annonces. Arrête récentes. de faire ton sexto pendant qu'on fait un podcast. Pose ça. Oui. Range ses dick pics malfaisantes. Oui. Voilà, les gens ne sont pas là pour ça. Et il continue à lire son téléphone, c'est honteux ce qui se passe. Engueulez-le dans les commentaires. Mais non, ne m'engueulez pas. Mais si, engueulez-le. Alors Arnaud, de quoi on parle? Allez. On parle de Marvel qui annonce... Qui font jogging, là, première annonce, c'est pour toi, c'est Night Thrasher. Ah, ça, je suis content. mais franchement, je sais pas pourquoi tu ironises là-dessus. Enfin, on s'en fout surtout, quoi. Bon, Night Thrasher, effectivement. C'est qui Night Thrasher? Night Thrasher, c'est personne. C'est un personnage mineur. Minable. Non, pas minable. Je suis pas. J'en ai marre de me faire engueuler par les mecs qui adorent les années 90 chez Marvel, et puis tant mieux pour vous. Voilà, chacun ses goûts. Non, mais t'as les années 90 chez Marvel. T'as l'exubérance des artistes, t'as les X-Men de Jim Lee, t'as les artistes superstars, enfin t'as tout ce qu'ils ont apporté, effectivement. T'as le Namor de John Byrne, t'as des super trucs, tu vois. Et puis à côté, t'as d'autres trucs qui sont beaucoup moins reluisants. Ouais. Tu vois, c'est pas les années 90, c'est une partie symptomatique de ce qu'ont pu être les années 90, qui sont reprises même par plein de gens qui disent il y a eu effectivement l'explosion des artistes, la fondation d'Image Comics, les grands noms d'Image du début des années d'Image. Vertigo, Dark Horse. Voilà, et t'as eu aussi tout un autre pan sur le truc, sur le côté extrême, sur le côté edgy, sur les cambrures impossibles. Voilà, le cambrure et l'anatomie complètement stupide. Les viols. Voilà, la façon dont l'hypersexualisation des personnages masculins et féminins surtout. Voilà, et donc Night Thrasher, c'est plutôt dans ce délire de personnages ultra badass avec le costume, avec les armures, les les épaulettes. Oui. Et puis surtout, c'est un justicier urbain. Bon, alors pour résumer, c'est une sorte de personnage un peu à la Bruce Wayne, sauf que son daron a été militaire, il est allé en Asie pour faire la guerre. Alors c'est pas la guerre des Viet Cong, parce que Marvel n'a pas voulu faire une vraie guerre du Vietnam, mais c'est je sais pas comment ça s'appelle, les Sia Kong, je crois, un truc comme ça. Enfin des Viet Cong locaux, quoi, on va dire. Son père a participé à une sorte de rite chelou, mais après il a voulu se barrer parce que c'est pas un enfoiré. Finalement après la secte l'a retrouvé, a buté le papa et tout, voilà.
Et donc, les assassins, après, ont un peu entraîné le gamin. Le gamin, il grandit, il veut rendre la justice parce que c'est comme ça qu'on règle ses problèmes de deuil chez Marvel. Ils forment une sorte de partenariat avec deux justiciers. Il y en a une, elle se fait zigouigoui, et l'autre, du coup, il devient méchant. Donc, du coup, il dit, oh là là, c'est pas bien d'être méchant. Et après, c'est pas gentil d'être méchant. Et puis il grandit et il se dit putain, c'est trop bien l'époque où j'étais ado, où je tabassais des gens dans la rue avec mes deux potes. Surtout celui qui est parti en couille, c'était trop bien. Franchement, c'est une bonne idée à refaire vite. Et donc ils font les New Warriors. Et voilà pourquoi Night Thrasher est important dans l'historique Marvel. C'est le fondateur des New Warriors, comme le Baron Zemo, le fondateur des Thunderbolts. Et c'est pour ça qu'on retiendra. Bien ça aussi d'ailleurs, Thunderbolts en vrai. Tout à fait, absolument. La première partie d'ailleurs, du moins. Et donc là après, il a disparu en fait. Night Thrasher, il est pas utile dans la continuité moderne. Mais c'est pas grave, puisque Marvel, en fait, ils se sont aperçus que les gens qui lisaient encore leurs comics, c'était surtout des vieux, qui avaient du mal à tourner la page. Jeu de mots. Et que on leur fait plein de séries pour eux, avec du Michelini, du Claremont, du Simon, etc. Du Simonson, pardon. C'est terrible, cette incapacité. En fait, moi, c'est vrai qu'on peut dire on s'en fout et prendre ça à la légère, parce qu'au final, en plus, c'est une mini-série en 4 numéros, donc il y a même pas de réelle ambition. C'est vraiment le côté, en fait, flatter le bas instinct nostalgique, mais pour un truc qui a même qui a pas vraiment d'ambition, qui est juste une petite piqûre comme ça pour vu l'équipe créative, non, ça a pas la moindre espèce d'ambition. Voilà, de dodo, mais que c'est triste, quoi. C'est vraiment triste de continuer à vouloir sortir des projets. Mais pourquoi sortir ce projet, à part effectivement aller juste vraiment fouiller au fond de la poche du gars qui vient dans ton comic shop et de lui dire, ah, regarde, ça, tu te rappelles, il y a 30 ans, t'avais bien aimé, non? Allez, vas-y, rachète. C'est terrible, c'est vraiment terrible. C'est vrai. Après, sans vouloir manquer de respect aux équipes créatives, c'est Jay Altman qui fait le scénario. Mais même eux, est-ce que ça les intéresse de faire ça? Bon, je pense que ça les intéresse. Enfin, j'en sais rien, parce que peut-être qu'ils ont connu cette période. Mais parce que oui, c'est ça, c'est ça. Mais à part, en plus, Night Thrasher, c'est un personnage noir, c'est pas si fréquent, non. Enfin, celui, quand même, ça commence à être pas mal fréquent. Mais mais alors Arnaud alors c'est pas raciste qu'il a dit en micro, mais j'ai dit c'est bon, il y en a des personnages chez Marvel, je veux dire, t'en as d'autres à mettre en avant. Enfin, qu'est-ce que Night Thrasher a fait? Mais j'en sais rien, moi, Arnaud, je m'en fous de Night Thrasher. Toi qui as mis la news dans le truc, j'en ai rien à branler, moi, cette série à la con, je vais pas la lire de toute façon. Et voilà, c'est bien pour ceux que ça intéresse. Écoute, à la limite, tu vois, bon, moi j'aurais tendance à pardonner la nostalgie un peu obstinée de Marvel en ce moment, parce que ça file du boulot. La pardonner? Oui. Parce que ça file du boulot à des gens qui, en dehors, enfin, sans ça, seraient sortis de l'industrie. Je sais plus qui avait dit ça par rapport à quel artiste. Peter David, je sais plus. Oui, sûrement Peter. Il y en a un qui est vraiment très malade en ce moment. Oui, mais alors, du coup, Peter David, effectivement, qui a des gros problèmes de santé et tout ça, et donc, il fait, je sais pas, c'est pas GoFundMe, ou un autre truc, ou une page, en tout cas, pour l'aider, quoi, à payer ses soins de santé. Voilà. Mais, oui. Surtout, attends, qu'est-ce que je veux dire? Oui, enfin, j'ai vu Nick Lowe qui partageait le lien et tout ça. Et j'avais vraiment dû dire, mais mec, mais vous l'employez, payez-lui une pension de santé, une complémentaire santé, payez-le, en fait, au lieu de partager un lien de cagnotte pour que ce soit des lambda, alors que littéralement, ça a été votre employé, il a fait, mais vos heures de gloire sur plusieurs personnages. Et toi, tu même pas un Marvel, vous organisez pour lui faire un chèque. Enfin, je repense à ce débat que j'ai eu avec quelqu'un récemment, sur le fait que justement Mark Millar avait proposé de dire, venez, on augmente la part de royalties des scénaristes et tout. Tout le monde est monté au créneau, mais genre c'est une idée de merde. Il faut se rappeler quand même qu'en fait ces gens-là, quand ils sont plus employables, parce qu'ils correspondent à une façon de faire des comics qui est poussiéreuse et que le marché a toujours tourné sur le côté, il faut renouveler régulièrement. Enfin, si on vous parle des scénaristes des années 90 qui étaient des vedettes aujourd'hui, ils travaillent plus du tout. Ils ne travaillent plus du tout. C'est pour ça que moi j'ai tendance à pardonner, en fait. Parce que le marché des comics, il est fait pour utiliser un scénariste sur une période donnée, lui filer le minimum de royalties possible, c'est-à-dire 2% ridicule. Minimum de paye aussi. Voilà, et encore ça, c'est des évolutions récentes, parce qu'à une époque c'était rien, point. Il crée des personnages qui après vont être rentabilisés dans les jouets, dans les jeux vidéo, dans les séries animées, dans les films. Et après, une fois qu'ils ont 50-60 balais, souvent en plus les artistes ne peuvent plus dessiner, ou leur façon de dessiner ne correspond plus aux mœurs de l'époque. Donc on leur dit, va là-bas, et s'il te plaît, crève en silence, parce que sinon tu nous donnes une mauvaise image. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'excuse la nostalgie, parce que, à part des cas très particuliers comme Chris Claremont qui est payé tous les mois par Marvel pour rien faire, parce qu'il est encore exclusif, et que les mecs se sont juste dit, on n'a rien de faire frérot, donc désolé, tu vas attendre dans le placard là avec les balais et la serpillière. La plupart en fait de ces mecs-là sont plus en contrat, et aux États-Unis, comme il n'y a pas de mutuelle universelle,
Voilà, hein, il faut que tu sois salarié pour avoir le droit au minimum de couverture santé, au minimum de revenus mensuels. La plupart de ces gars-là, ils ont encore des traites à payer sur leur maison et tout. Mais je veux dire, là récemment, on avait interviewé Sean Phillips quand on avait été à ce festival dans le Nord là. Il nous avait dit qu'il venait de rembourser les traites de sa baraque. Enfin, je veux dire, le mec, il est aux portes de la soixantaine, quoi. À un moment donné, c'est un mec qui a travaillé sur des personnages vedettes, qui a fait des créations originales qui ont quand même pas trop mal marché, et qui a pu vendre les droits à Hollywood et compagnie. Rendez-vous compte, si Sean Phillips, artiste vedette et compagnie, exposé en France et tout ça, il vient seulement de rembourser les traites de sa baraque après, 30 ans de carrière. Donc imaginez bien que pour les mecs qui ont juste fait du mainstream, c'est encore plus compliqué, quoi. Et quand après t'as le cancer qui tape à la porte, t'as intérêt à avoir effectivement du boulot, sinon c'est effectivement il y a que la solidarité et les assos de professionnels qui peuvent te secourir. C'est affreusement triste que je raconte là, et Arnaud est mort de rire. Faut quand même voir qu'il est pété là, il a un fou rire idiot, mais c'est horrible ce qui se passe. C'est pas à cause de ce que tu racontes. Parce que t'as une photo de la manif de dimanche sur Marine Le Pen qui a les bras croisés, et le mec il met, elle se tient le bras, ça peut partir à tout moment. Voilà, donc voilà ce qui se passe pendant qu'on fait des podcasts et qu'on parle de problèmes très graves comme la situation des auteurs, et Arnaud il regarde des mèmes de Marine Le Pen. C'est parce que je fais de la veille juste parfois de temps en temps, juste pour bien voir sûr. au cas où. Donc qu'est-ce que je disais du coup? C'est triste, le cancer. Donc voilà, mais là en l'occurrence c'est même pas le cas parce que Jay Altman c'est un scénariste de séries télé, il a travaillé sur des séries Marvel notamment. Il a pas besoin de ça pour vivre, donc ça fait du bien à personne, à part justement à une toute petite niche de fans, parce que déjà être fan de Marvel c'est une chose, être fan de Marvel dans les années 90 c'est encore autre chose. Faut être fan du Night Thrasher, un personnage qui franchement moi je vous avoue j'ai pas découvert son existence en faisant la news, mais quand même j'avais un peu oublié qu'il existait. Donc voilà, tant mieux. Et ceci conclut la partie Marvel, puisqu'il n'y a rien d'autre à dire sur Marvel en ce moment. Il y a rien à dire. Il y a un autre truc, frérot. C'est une nouvelle mini-série incroyable. Franchement, mais en fait, c'est que c'est pour ça, je me dis, mais parfois, je me dis, mais les efforts vains de publication, donc en fait, donc ils essayent, vu qu'il y a la série d'animation, la marque What If, faut continuer de la décliner ad nauseam en faisant tous les What If possibles. Et si vous vous rappelez, il y a un projet particulièrement nul à chier qui était sorti l'année dernière, de mémoire, c'était il y a 2 ans, je sais plus, qui s'appelait What If Miles Morales, et qui c'était trop nul. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Et qui imaginait si Miles Morales, en fait, était devenu un autre super-héros plutôt que Spider-Man. En fait, et notamment s'il avait... scénariste avait dû prendre des excuses, quand même. Oui, mais parce qu'il avait écrit, en fait, une façon de parler par des jeunes. Ghetto, genre, hey, yo, man. C'est ça, ouais, c'est... Wesh, vas-y, y va. C'est la façon. Voilà, comme... Exactement ça. Comme quand on daron, tu imagines comment parlent les rappeurs. C'est ça. Et mais voilà, mais c'était pas le truc le plus con du truc, c'est juste que voilà, donc c'était quoi, c'était Miles Morales en Hulk, Miles Morales en Thor, Miles Morales en Captain America, en Wolverine. Donc en soi juste aussi un pipeline à design, un pipeline à design tous parce que Miles Morales c'est un fanboy, c'est pour ça qu'il est devenu Spider-Man, parce qu'il était fan. Donc maintenant imagine, il était fan de Thor. Ça va devenir un dieu scandinave. Vous avez pas compris, Miles Morales il ressemble à Spider-Man parce qu'il est de Brooklyn lui aussi. Enfin, vous avez pas compris votre personnage. Vous êtes Marvel. Vous avez pas compris votre personnage. Enfin, c'est horrible. C'est comme Gwenverse. Oui aussi. Tu vois, voilà, Gwenverse qui imagine également. Si Gwen Stacy était tous les autres personnages de Marvel. Voilà, donc là, grosso modo, c'est exactement la même chose. Donc What If, ils continuent, ils ont aussi fait le concept What If Dark, qui est et si nos histoires, elles avaient pris un tournant dark, ce qui avait jamais été fait dans. Oui, ça a jamais été tous les comics. La moitié des What If. Oui, non, non, parce que personne. En fait, quand tu imagines des histoires hors continuité en faisant, en te détachant d'un canon préexistant, en fait, c'est vrai que personne se dit jamais et si ça avait mal tourné. Bah non, jamais. Parce que l'être humain est tellement naturellement optimiste. Voilà, mais il a ça, raison. donc, En plus, genre, tout va bien, tu vois. Tout va très bien. Depuis que l'humanité est apparue sur Terre, tout s'est bien passé. Bah oui. Pas de guerre, des génocides et tout. Non, genre, jamais de la vie. Rien du tout. Rien du tout. Donc voilà, donc ironie mise à part, quand on additionne tous ces éléments mis ensemble, en fait, on n'est pas surpris d'avoir donc cette mini-série What If Venom qui apparaît.
C'est trop nul aussi. Où en fait, le principe c'est, et si le symbiote Clintar, donc que Spider-Man a rencontré donc dans Secret Wars premier du nom, en croyant que c'était un costume à l'époque, quoi. Enfin, même Marvel croyait que c'était juste un costume à l'époque. Ils ont piqué l'idée à un lecteur qui leur a signifié l'idée, vous connaissez l'histoire, mais donc si ce symbiote-là avait rencontré d'autres personnages en premier lieu, qu'est-ce que ça aurait fait? Et donc les personnages, c'est qui? Des personnages qui ont tout à fait un rapport avec le symbiote, avec l'allégorie sur l'addiction, voilà, Ouais. sur la drogue et tout ça, telle qu'elle était vécue, Dépression nerveuse. telle qu'elle était vécue par Peter Parker, donc Loki, puis C'est logique. oui, et ensuite Doctor Strange, Mais évidemment. Wolverine, She-Hulk et la cerise sur le gâteau juste pour Corentin, Moon Knight, voilà. Non, mais c'est insuffisant. Et du coup, Moi, je vais faire un procès à un moment donné. donc c'est écrit par Jay. En plus, pour le coup, c'est vraiment un peu la mini-série jetable galop d'essai pour des auteurs et artistes qui ont pas fait énormément de trucs chez Marvel. Ils les mettent un peu à l'essai, donc ils disent on va pas leur confier quelque chose d'important ou d'engageant, c'est pas grave. Donc c'est Jeremy Holt qui a fait le très chouette Made in Korea, mine de rien, mais qui chez Marvel a fait surtout du Marvel Voices Spider-Verse et Jesus Servas qui a fait Marvel Unleashed. Donc ils sont relativement débutants dans la maison des idées, et donc on a une couverture absolument horrible avec donc ce Loki avec la gueule de Venom. On dirait un peu du Spawn, d'ailleurs. Madame, il a aussi les griffes de Wolverine. Enfin c'est Non, c'est tous les en fait c'est les cinq personnages, personnages, quoi. oui, pardon. Avec avec t'as ce Loki, t'as la tête de Loki Venom, et t'as le costume de Doctor Strange, t'as les griffes de Wolverine, la jambe de She-Hulk, et tu Et reconnais bras le croissant de Moon Knight. ouais. Enfin, du coup le truc très composite, quoi. Et surtout t'as les chara design de She-Hulk et de Moon Knight version Venom, mais atroce, quoi. Atroce, J'ai avec absolument pas envie de parler de ça. la tête de She-Hulk Venom, là, la tête de Mr. Knight avec la langue qui dépasse, mais au secours, et pourtant on en a vu des laideurs, parce que moi tu te rappelles des Infinity Warps, Ouais, comment mais c'est c'était exactement ce que rincé. j'allais dire. Mais de toute façon c'est le même principe, Mais en vrai. oui, mais c'est amalgame, encore une fois. Enfin, on va fusionner des personnages et tout. Et putain, vous l'avez fait avec Miles Morales, avec Gwen Stacy. Même ça a déjà été fait dans un arc qui s'appelait Venomverse, Ouais, où les Venomized aussi, Venomized, pardon. tu vois. les parasites symbiotes qui descendent sur Terre, là, et la paf, ils prennent le contrôle, etc. Mais vous vous rendez compte du niveau de conneries du truc? C'est trop Non, mais moi, nul. franchement, ça me terrifie vraiment. Il y a trop de symbiotes. Arrêtez maintenant. C'est littéralement genre comme dire, mais si jamais c'était Batman qui était tombé dans le trou à l'école des Denis Swamp Thing, ça ferait un Bat Swamp Thing. Mais non, ça ferait juste Swamp Thing, ça ferait rien d'autre. Et puis c'est ridicule. Ils ont même pas. Venom, c'est un costume noir qui recouvre un corps. Voilà, c'est pas devenu Peter Parker en rouge et bleu avec la langue qui dépasse. Là, dans ce cas-là, She-Hulk, elle devrait être en noir. Non. Ce serait juste une nana musclée en noir avec Ouais, parce que des du coup, cheveux, quoi. en fait, mais c'est juste qu'elle a un peu le sur le son juste au corps violet, du coup t'as un truc un peu symbiote machin, tu vois, mais c'est vrai que sinon elle est toute verte, quoi. Mais Elle est c'est pas- même pas ça le principe. Oui. Enfin, et puis ils ont fait Venom, Anti-Venom, Carnage, tous les Venom de la Terre. Ça fait 3 ans qu'on se tape des crossovers Venom, mais c'est bon, quoi. Non, mais ça va bien. Il y a même eu Carnage Reigns. Tu te souviens de Carnage Reigns? Non. Là, c'était de la merde. Bah oui. Ça sort là chez Panini bientôt, ne lisez pas ça, c'est de la merde. Non, stop, en fait, voilà. Il faut arrêter Spider-Man, il faut arrêter Venom, il faut arrêter Marvel, en fait, voilà. Il faut appeler la police. Et Non, mais là. faire fermer Non, Marvel mais c'est ouf. pour parce que- escroquerie fiscale. C'est-à-dire que tout est nul, mais ils ont vraiment des annonces où vraiment ça pue Non, le. en plus, tout n'est pas nul. Hein, y a On de n'a tout pas bien. d'idée. On sait pas quoi faire. Et je pense que t'as des gens, je pense que clairement, t'as Nick Lowe. Il a enfermé tous les assistants édito dans une salle et il leur fait, celui qui a une idée, je lui offre un truc à manger, tu sais, il les affame comme ça. Et du coup, ils sont tous forcément, mais ce genre de projet, What If Venom, c'est créé par des gens qui sont désespérés, à qui, je suis désolé, on a fait des menaces sur l'intégrité physique, je vois pas d'autre Et en plus, explication. c'est pareil, quoi. quand il y avait l'invasion de Knull, là. Ils avaient déjà fait ça aussi. Il y avait déjà des personnages qui étaient nullifiés. Et avec des pouvoirs de symbiote. Mais c'est tellement la flemme au niveau des idées. Mais franchement, pour moi, le Nick Lowe, il est déjà converti à ChatGPT, quoi. Enfin, je pense vraiment que le mec, il a même plus d'assistance et il tape comment vendre des comics. Les gens, ils aiment bien Venom, et puis ils aiment bien les symbiotes et tout. Et tiens, on fait un crossover. Et t'as envie de dire, mais gros, tu l'as déjà fait 3 fois. Enfin, Bon, après, peut-être que ce sera bien. non. Mais, Arrête, mais- n'importe quoi, que tu racontes des conneries. je sais pas, c'est pour pas être hater, tu vois. En plus, ça rappelle tellement la période d'Ancelot où pareil, t'avais le bouffon vert qui bouffonnisait la Spider ville et Island tout, aussi, voilà. et puis Spider Island, quoi. Mais c'est tellement la flemme, quoi. Enfin, puis Ouais. Venom, on en a marre, quoi. En vrai, ça veut plus rien dire, Venom, dans le présent. C'est devenu hyper compliqué, hein.
C'est devenu chiant. Moi, j'aime pas la série actuelle. J'aime pas Carnage non plus. Voilà, ramenez-moi Noniquette. Hein. Bon, c'était bien. Tu sais que j'y pense parfois, je me dis, mais parce qu'on a toujours pas plus. J'y pense parfois. Je m'arrête dans la rue, je me dis putain, c'est de la merde, mais non, c'est pas vrai. Non, mais je veux dire, il y en a qui pensent à l'Empire romain, tu vois. Moi, je t'avoue que. Non, mais récemment, moi, je me suis quand même fait la réflexion, mais qu'est-ce qui devient? Et surtout, je me dis parfois, je pense juste à son statut de. J'ai eu un accident, je redécouvre mes comics et enfin, je sais pas, je sais pas si sa carrière, elle va reprendre un jour ou pas, quoi. C'est, je trouve ça. Oh oui, je pense quand même. Ah ouais, bah, j'espère. Oh, il est très soutenu, il est pote avec beaucoup d'artistes. Oui, mais je veux dire, s'il a vraiment le cerveau endommagé et tout ça, et qu'en plus de la mémoire, il a perdu ses capacités d'auteur, c'est vrai. C'est chaud. Hein. Bah, après, écoute, il a fondé KLC Press. Il peut se réinventer en éditeur au pire, et puis ses histoires finiront par être adaptées, il aura des royalties. C'est extrêmement waouh, c'est un podcast joyeux aujourd'hui, Arnaud. Ouais. Bon, allez. Le cancer, c'est triste ou pas? On sait toujours pas. Bon, c'est plutôt quand même. Ça va, quand même. Pas ouf. Ouais. Pas incroyable comme expérience. Allez, Corentin, du côté des écrans. Oui. Une bonne. Bah voilà, relevons bon truc, le premier trailer d'écho. On en parlait en plus dans le dernier podcast où tu disais voilà. Mea culpa. Où tu disais mais ça va être nul, ils sortent, ils ont plus confiance dans le truc, c'est la merde, machin. Et puis moi j'aime pas les meufs, de toute façon, il y en a marre. Alors les Amérindiens, on parle pas là-dessus hein. Le Wookiee. Heureusement que l'homme blanc est arrivé pour débarrasser l'Amérique de ce fléau. Exactement, Corentin, c'est ce que tu disais dans ce podcast. C'est des gens qui vont isoler cette partie. Ah ben là t'es foutu hein. Tu es foutu. C'était du second degré. Et donc, je te jure qu'au moment où on a fini d'enregistrer le podcast, 1 heure après, t'as le trailer qui tombe. Et là, effectivement, presque, j'appelle Corentin, je lui dis, il faut qu'on réenregistre le podcast parce qu'en fait, à ce que tu viens de dire, machin, on va nous reprocher. Bon, finalement, personne ne nous l'a reproché, c'est tant mieux. Mais donc, le trailer qui change la tonalité, ça, d'ailleurs, Marvel Studios officialise le fait que ils vont enfin sortir de leur formule tout public. C'est pas trop tôt, ça fait quand même des années qu'on vous le dit et il aurait fallu le faire depuis bien avant. Donc avec leur label Marvel Spotlight qui est censé être pour des personnages plus terre à terre, plus street level, ou avec des histoires un peu moins rattachées à la continuité du MCU sur grand écran et tout ça. En somme, de refaire ce que faisait Netflix tout simplement avec les personnages street level. Voilà. Et ce qui aurait dû être fait depuis bien longtemps, et notamment d'avoir gâché Moon Knight et Hawkeye, alors qu'il y avait tellement de choses à faire avec. Enfin bref, peut-être que ça permettrait de rattraper le coup et de refaire les trucs a posteriori. Non, c'est trop tard. Bah c'est un peu trop tard, je pense aussi. Mais bon, Feige, il aime pas recommencer. Feige, il va devoir, à mon avis, il va se faire remonter le slip par Bob Chapek et à mon avis, il va devoir revoir sa façon de faire. Hein. Iger. Ah oui, pardon, Iger. Ouais. Après, il fait ce qu'il veut avec Bob Chapek sur son temps libre. Hein, mais... C'est vrai, non, c'est vrai que c'est Iger qui revient. Il remonte le slip entre le week-end. Entre Bob. En sandwich. En sandwich entre deux Bob. C'est quand même quelle horreur d'avoir fait 2 Bob à la suite chez Disney. Mais... Donc ouais. Du coup, ça permet de faire. Tout à fait. Chez Disney, il y a le bon Bob et il y a le mauvais Bob, du coup, pour le coup, clairement, tu vois. Et l'un, il produit des trucs et c'est nul. Alors que l'autre, il produit des trucs. C'est nul. Mais c'est un bon Bob. Il y en a qui ramènent de l'argent. C'est ça. I've been a proper fool. Effectivement. Il faut savoir dire. Comme on dit depuis le début, de toute façon, moi, je suis ravi quand j'ai tort. Arnaud, une blague. Chez Marvel. C'est tout. Oh putain, la vache. Tu m'as habitué à mieux. Ouais, j'étais en train. Chez Marvel. J'étais pas concentré, je cherchais mon chouchou. Très dur cette fin de podcast. Je cherchais mon chouchou. Oui, bah. Oui, alors Arnaud a décidé de se laisser pousser les cheveux. C'est pour ça. Et c'est terrifiant, du coup. Je ne reconnais plus mon bon vieil ami. Comme Marvel. C'est un variant vénomien maintenant. Donc oui, effectivement. La série Echo, donc pour rappel, qui avait été elle avait été annoncée, le tournage était terminé depuis 1 an et demi. On avait eu un seul visuel, ou 2, je crois. Pas de trailer aux différentes Comic-Con qui ont eu lieu entre-temps. Et pas de... Alors, parce que je tiens vraiment à ce que ce soit clair, nous, en tout cas, de notre point de vue, il y avait aucune information par rapport à une classification pour adultes. J'ai cherché, parce que John dit ça avait été annoncé, j'ai cherché, je n'ai trouvé aucune info par rapport à ça, même sur les sites de clickbaiters dégueulasses, il n'y avait pas d'info par rapport à ça. L'info qu'on avait, c'était que Disney Plus comptait balancer toute la série en une fois, ce qui était une première, dans la mesure où ils ont toujours adopté un point de vue épisodique, et du point de vue en tout cas pour moi et Arnaud, ça signifiait quand même qu'en fait, ils savaient pas comment la vendre. Soit parce que justement, c'était une série violente, et ils savaient pas s'il fallait l'assumer ou pas, je pense que c'est ça. Soit parce que, en fait, l'intérêt principal, le cash prize de la série, c'était Daredevil et le Kingpin. Et ce qui était curieux, c'est qu'on avait eu des reports, notamment chez Deadline, qui disaient qu'ils ne seraient là que dans un seul épisode. Or, c'est clairement pas le cas.
Daredevil, oui, je pense qu'il y a moyen qu'il soit là que dans un seul épisode, mais Kingpin, c'est clairement l'autre personnage principal de la série. Et d'ailleurs, c'est rigolo, puisque même si on sent une série qui s'est quand même bâtie beaucoup sur l'esthétique et l'esprit des séries Netflix, on reste chez Marvel dans le côté le daddy issues. C'est encore une fois une héroïne qui va devoir affronter le monde que son père a créé pour elle et lui a laissé en devenant adulte, comme pour Star-Lord avec son père dans les Guardians 2, comme pour Thor avec Odin, etc., comme pour Iron Man avec son père et tout ça. Donc le trailer, il est ce qu'il est. Je vais rapporter les propos de ma copine qui n'est pas là aujourd'hui. Elle m'a dit c'est très bien monté, mais attention, c'est peut-être seulement très bien monté, parce que le montage est effectivement assez intelligent. Il mélange la naissance même de Echo avec sa mère enceinte, des scènes de vie amérindiennes justement, enfin des Premières Nations des États-Unis, le propos très urbain et l'esthétique à la Netflix avec de la violence, avec des combats en réel. Voilà, on reconnaît un bout de plan séquence par exemple qui est probablement une main tendue à l'esthétique Daredevil. On voit Daredevil, il n'a pas son costume jaune, donc déjà c'est super, et on voit vraiment un Kingpin qui fait Kingpin. Bordel de merde, c'est-à-dire que ce n'est plus l'espèce de coquille dégingandée qu'on avait pu voir dans Hawkeye, qui restera peut-être la pire série avec Moon Knight que Marvel a jamais produite, parce que gâcher Hawkeye de Mark Traction David Hara, c'est déjà assez grave, mais si en plus t'embarques Vincent D'Onofrio qui, franchement, est peut-être avec Thanos et Loki le vilain le plus intéressant ou le plus développé en fait de l'ère Marvel Studios, là il est recanonisé en plus, et clairement ils ont pas triché, c'est le Kingpin de la série Daredevil, il joue pareil, il parle pareil, il est habillé enfin avec son putain de costume blanc comme on voulait. Rien que la scène du début où justement tu vois que, alors ça c'est un peu dommage justement de l'avoir gâché dans la série Hawkeye en fait, puisque dans Hawkeye on découvre que Kingpin a fait assassiner le père de Echo et l'a élevé ensuite comme sa fille, ce qui est canonique avec les comics de Palmiotti et David Mack. Mais en même temps, du coup, ça fait que là c'est une histoire de vengeance alors qu'elle est déjà censée s'être vengée en lui plombant la gueule, et en plus il va pas finir vraiment aveugle comme dans les comics qui ont servi de rampe de lancement à ceux de Brian Bendis ensuite, puisqu'il est juste borgne. Ok ? Mais non, maintenant, si tu vois la scène d'intro, donc tu vois bien que c'est lui qui l'a élevé et qu'il la considère vraiment comme sa fille, et où t'as cette scène où l'espèce d'horrible marchand de glace, là, se fout de sa gueule, et où il lui démonte la tronche avec le sang sur les mains et tout, là, moi, je me dis, putain, mais c'est du jamais vu chez Marvel Studios. Juste cette intro-là, de trailer, c'est du jamais vu chez Marvel Studios. Le plan à la fin où lui, qui est énorme et qui fait vraiment Kingpin, la prend par la main et qu'on les voit s'éloigner de dos. Mais cette série ressemble vraiment à ce qui a pu être fait chez Netflix à la bonne époque. Le montage, effectivement, qui fait vachement urbain, vachement crispation, milieu underground, baston, homme de main et tout. Bah écoute, moi j'ai envie de dire banco. Alors c'est qu'un trailer, hein. Peut-être que la série sera pas si incroyable que ça. Mais moi, ce que je préfère chez Marvel depuis toujours, parce que j'ai commencé par là, c'est DD, c'est le Kingpin, c'est la ligne urbaine, c'est le Iron Fist de Brubaker et Fraction et Aja. C'est évidemment Alias, même un peu le Moon Knight de Bendis à la limite, mais tout cet environnement urbain qui, pour moi, apporte quelque chose de beaucoup plus frais, beaucoup plus neuf, beaucoup plus sans compromis que justement la ligne classique. Et ben c'est une super nouvelle d'avoir un Marvel Spotlight juste pour ça. C'est une super nouvelle que Kevin Feige autorise un TVMA et enfin donc un rating qui correspond grosso modo au rated R pour la télévision, donc TVMA, et à y chercher justement une démographie de consommateurs qui sont plus proches des séries FX, puisque la série va être diffusée sur Hulu en parallèle, et Hulu, bah, c'est là en fait que c'est la plateforme qui a été créée entre guillemets pour accueillir toutes les séries de FX en streaming. C'est FX, c'est un peu l'équivalent de HBO au sein du groupe Fox, c'est-à-dire que c'est là que vous avez les American Horror Story, c'est là que vous avez les séries sur Gloria Steinem, c'est là que vous avez Sons of Anarchy et tout, et ces trucs-là en fait depuis le début il y a eu un partenariat qui s'appelait FX on Hulu, dont l'objectif était de télédiffuser en fait toutes ces séries-là en VOD après la diffusion classique sur FX. Et donc en fait il y a déjà plein de séries rated R chez Disney, sauf qu'elles vont pas sur Disney+, on se trouve en France où il y a l'offre Star, parce qu'aux États-Unis elles sont réservées justement à Hulu. Sauf que le contrat avec Marvel Studios c'était de faire des séries pour Disney+ au départ, pour avoir un produit d'appel, pour que les gens aillent s'abonner à Disney+, comme pour Star Wars et tout. Et là ils s'aperçoivent en fait que ça marche pas. Ils s'aperçoivent que Secret Invasion n'a pas rempli ce contrat. Ils s'aperçoivent que Miss Marvel n'a pas rempli ce contrat, parce qu'en fait, les gens qui sont passionnés, ils vont continuer à les regarder, mais eux, ils ont les vrais chiffres, et malgré toutes les rixes de fanboy, etc., la raison pour laquelle Bob Iger, il est pas content en fin d'année, c'est parce que ils ont lâché 200 millions pour Secret Invasion, et ils ont vu qu'il n'y a pas eu un retour sur investissement. Et ça, c'est ce que disait le bras droit de David Zaslav, son CFO,
qui disait mais ça a aucun sens économique de mettre le budget d'un blockbuster pour une série en streaming parce que vous avez pas de retour économique, vous avez juste la potentialité d'alimenter une base, et si votre série elle pue la merde, bah en plus non, même pas vraiment, tu vois. Donc là ils se disent bah comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte de retrouver ce qui a marché sur Netflix à l'époque. Et ben on va faire une case spéciale et on va aller chercher les spectateurs de FX, les spectateurs de séries pour adultes qui aiment le sang, qui aiment la violence, parce que Disney+, c'est plutôt associé aux familles, c'est plutôt associé aux papas et mamans qui regardent avec les enfants. Et ils pouvaient pas ménager la chèvre le chou, donc ils ont décidé de faire les deux à la fois. Et bah ça c'est une super nouvelle et c'est le renouvellement qu'on attendait depuis très longtemps. Moi franchement je suis saucé, voilà, je le dis sans compromission. Je préfère entre guillemets m'être trompé justement, même si je pense qu'on s'est pas totalement trompé dans le sens où à mon avis tout ça intervient aussi à l'aune de la greffe et de la réflexion qu'il y a eu quand Kevin Feige a vu que oui il fallait qu'il commence à prendre des showrunners, oui il fallait qu'il commence à considérer que les séries comme Daredevil, bah s'il voulait parler à la base de spectateurs de la série Netflix et la convertir en abonné Marvel Studios régulier, bah il fallait faire du Netflix. Ça veut pas dire qu'ils ont retourné Echo, hein, attention. Mais la grève, elle a quand même duré 6 mois, c'est une longue période pour réfléchir, et peut-être que justement l'absence de marketing, ça voulait dire, et le fait de tout balancer en une fois, ça voulait dire en fait Marvel Studios ne savait pas comment vendre ce produit, parce qu'ils vendent jamais de TVMA, ils savent pas comment on fait, ils savent pas comment est-ce qu'il faut s'adresser à ce public-là, et est-ce que ça risque pas d'être gênant dans un univers où en fait la mort n'existe quasiment pas, et où tous les héros sont des blagueurs un peu concons et tout. Bah, peut-être qu'en fait, à l'aune de la grève et de la réflexion par rapport à Born Again, ils ont pas changé la série, mais ils ont décidé de l'assumer, de l'embrasser, et d'en faire la rampe de lancement vers un nouvel univers qui sera plus sombre et violent. Voilà, c'est ça que moi je voulais dire au départ, parce que je me suis fait attraper la chemise par des fans de Marvel Studios qui m'ont fait « Mais non, il s'est pas payé retourner la série en juste 6 mois, t'es con, quoi !» Alors déjà, faut savoir que la post-prod, ils la font jusqu'à la dernière semaine avant le lancement chez Marvel Studios, pour commencer, et qu'il y a souvent des décisions de dernière minute sur le montage qui peuvent être interverties. Encore une fois, pour The Marvels, on n'avait pas forcément encore eu le temps d'écouter le podcast, mais la scène post-générique, on se doute bien que c'est un rajout, et c'est un rajout qui vient peut-être justement à l'aune de les projections tests n'ont pas été extraordinaires, et on voit que les prévisions sont incroyables, donc rajoutons un petit bonbon pour essayer de vendre le truc au bouche à oreille, et ce serait pas du tout étonnant, par exemple, que Echo, il y ait peut-être aussi des trucs qui étaient mieux assumés au niveau de la violence, en se disant justement, écoute, là on avait fait ces séries grand public, elles n'ont pas plu, ou elles n'ont pas attiré le monde qu'elles devaient attirer, donc tentons une nouvelle stratégie. Et c'est comme ça ce qui se passe avec Blade, on va en parler juste après, où clairement, malgré tout ce qu'il peut raconter au micro d'Entertainment Tonight, Kevin Feige, évidemment qu'il a eu la chronique de Variety, et évidemment qu'il s'est fait secouer un peu les puces par Bob Iger quand Ant-Man 3 a pas marché comme il devait. Et c'est tout, c'est juste normal en fait, c'est ce qu'on dit depuis des années aussi. Il fallait que Marvel Studios se prenne une tarte dans la gueule pour réagir, parce que tant que tu fais une formule et qu'elle fonctionne et qu'elle ramène des centaines de millions de dollars, etc., quel intérêt tu as à te remettre en question? C'est au pied du mur que tu te remets en question, c'est quand tu tombes, que tu te relèves et que tu dois comprendre pourquoi t'es tombé. Et ben voilà, c'est en train d'arriver, enfin. Et The Marvels, de la même façon, sera un signal que les choses doivent bouger en interne, parce que The Marvels va se vautrer. Et c'est tout. C'est, voilà, on peut dire, c'est pas juste, parce que c'est pas un film qui mérite de se vautrer. On peut dire, oui, mais en même temps, Marvel Studios, ils ont jamais menti sur la marchandise, et c'est juste le public dont les goûts a évolué, ou alors c'est juste vous qui avez grandi. Moi, je m'y retrouve encore très bien, je suis content, etc. Oui, très bien. On peut refaire le machin à l'infini. La vérité, c'est que le grand public a envie d'un truc nouveau, a envie de changement. Et ben, Echo manifeste ce changement pour les séries télé. Moi, j'ai très hâte de voir ce que Blade va apporter de nouveau pour le cinéma. Et je pense sincèrement que 2024, ça va être une année charnière pour le cinéma des super-héros en général. Parce que déjà, c'est l'année où DC se casse la gueule, et c'est l'année où Marvel Studios, où DC, s'éteint dans sa forme actuelle, et c'est l'année où Marvel Studios se casse la gueule. Et voilà, pour moi, c'est l'an zéro de quelque chose de neuf, et je suis vraiment très content, en tant que fan de la ligne Street, d'avoir découvert ce trailer et de me dire, putain, merde, comme s'ils nous avaient écoutés, entre guillemets, comme si enfin, toute cette part du public qui dit depuis des années, mais non, je veux pas avoir un Daredevil poupie, moi. Moi, je veux pas un Daredevil qui fait des blagues avec She-Hulk, moi, je veux un Daredevil qui pète des gueules et qui est traumatisé et qui est comme chez Bendis, quoi. Putain de merde. Et donc ça, c'est pas impossible de le faire, et la preuve, c'est en train d'arriver. Voilà. Ouais. Bah ouais, non, ça fait plaisir, effectivement. Je m'attendais pas à ça. Désolé pour le très long monologue. Ne pas se faire, non, mais de toute façon, t'as dit tout ce qu'il fallait dire. T'as presque l'impression que c'est ça, mais qu'ils prennent juste les décisions parce qu'ils sont au pied du mur, alors que c'est des choses qui auraient dû être naturelles et qui auraient dû être prises quand ils étaient encore au prime de leur popularité, quoi. Et donc, espérons que ça permette de corriger des choses qui n'allaient pas. Et je sais que Splinter était triste. Du coup, il m'a dit en DM parce que du coup, il pourra sûrement pas se moquer de la série. Bah, ça va peut-être pas être extraordinaire non plus. Hein, on verra. Mais ça, c'est marrant aussi comment le discours promotionnel a changé.
alors moi je sais plus où est-ce que j'ai pris le trailer, mais je crois que c'était sur Deadline quand j'ai fait l'article pour comicsblog.fr. Il y avait la showrunner, enfin l'une des réalisatrices principales, qui disait dans notre série la mort elle a un impact et les gens ils saignent et les gens ils souffrent, etc., etc. Ouais. Et c'est vraiment la phrase en mode genre regardez, on a mis des morts, tu vois, vraiment comme Enfin, ouais, regardez, c'est mature, quoi. ouais, voilà, un peu comme un enfant sage qui s'encanaille d'un seul coup, tu vois. Ouais. Et ça, justement, ça a jamais été un élément de communication avant. Feige disait, on va pousser le PG-13 au plus loin de ce qu'on peut faire, mais ça restera du 13. Rappelle-toi, il y a 2 ans, quand il avait dit, on ne fera pas de rated R à part pour Deadpool 3 ouais. et Doctor Strange 2, qui est le plus proche, on va dire, de l'horreur face à Marvel Studios, ça reste un PG-13. Ouais. Et justement, pour moi, le simple fait de mettre en avant l'idée que, regardez, on a mis des meurtres ce coup-ci, et les gens, ils se prennent des bastos dans la gueule, et il y a une gerbe de sang, ça veut dire qu'il y a eu une réflexion, c'est obligé. Qui avait été amorcé un tout petit peu avec le Werewolf by Night, quelque part, tu vois. Mais... Alors, j'ai pas vu la version couleur, du coup, il y a du sang dedans? Bah oui, faut que je regarde, mais techniquement oui, ça doit être un peu plus sanglant, quoi. Bah t'as quand même là un plan d'une main coupée, là, tu te rappelles, ça sera difficile de pas avoir du sang dessus. Et donc, dans le reste des trailers de la série télé, quand même aussi Dead Boy Detectives. Je sais pas ce que t'en as pensé. Donc cette série HBO Max chapeautée par Berlanti qui a été reprise par Netflix, qui profite d'ailleurs du trailer pour vraiment le vendre comme un produit Sandman Universe sur le très étonnant. Oui, non pas du tout, non, mais qui est très très logique vu que c'est eux qui ont The Sandman. À voir par contre dans les faits s'ils ont effectivement retouché des trucs dans la prod pour essayer d'avoir un lien, ne serait-ce qu'un caméo avec la série mère principale. Moi j'ai un petit peu des doutes puisque les projets ont pas été pensés du tout pour être sur le même canal et tout ça. Mais non. Pourquoi pas? En tout cas, la formule elle suit vraiment ce qu'on connaît de ces personnages qui est apparu donc dans The Sandman 25 à l'époque, c'est donc Edwin et Charles qui sont 2 gamins adolescents qui sont morts dans leur internat après s'être fait boulier la gueule bien comme il faut, et sauf que ils se décident en fait de rester sur Terre pour mener des enquêtes. Donc c'est vraiment version lugubre un petit peu des enquêteurs adolescents à la Enola Holmes. Ça c'est ce que tu dis à chaque fois, c'est une bonne formule à réitérer. La série a l'air tout à fait sympathique dans ce côté effectivement Enola Holmes mais en version plus fantastique, quoi. Ouais, même un peu Doom Patrolien. Ouais, très Doom Patrolien. Par contre, on sent que c'est le Berlanti de Doom Patrol. Ouais, puis ces éclairages qui m'ont fait Doom Patrol. Puis c'est très bizarre, il y a plein de petits moments où c'est weird, tu sens que ça s'est tourné vers le weird, quoi. Oui, je pense que le lien qui sera le plus évident, ce serait s'ils mettent Kirby Howell Baptiste dans le rôle de la mort. Pour canoniser l'idée que ça appartient bien à ouais, carrément, ça serait sympa. Parce que la mort, elle était super dedans en plus. Donc, en fait, techniquement, voilà, les 2 restent sur Terre en échappant à la mort et au regard de la mort qui, au départ, les laisse partir parce que les 2 lui cassent les couilles, on va dire. Et ensuite, après, elle se décide quand même de les ramener parce que c'est pas très cool. Ça fait vraiment taré. C'est pas aussi... Enfin, ça ressemble pas vraiment du tout au travail de Mark Buckingham qui reste la base thématique, parce que le personnage de Crystal Palace apparaît dans le volume de Buckingham, qui est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus Neil Gaimanien que ce qu'on voit là. Mais encore une fois, Doom Patrol s'est arrêté, et c'était peut-être l'une des meilleures séries de Berlanti, en tout cas l'une des plus libérées dans sa tonalité et son envie de... Libéré, délivré. Oui, voilà. Et dans son envie justement de s'amuser avec les idées un peu folles de Grant Morrison. Là, il y a clairement de ça aussi. C'est grosso modo ce à quoi je m'attendais personnellement. Je suis assez confiant, même si on n'aura pas du coup l'aspect plus sérieux des Dead Boy. Et en même temps, je dis ça, il y a quand même un volume entier des Dead Boy qui est dessiné façon manga, et vraiment manga caricature chibi et tout. Donc c'est peut-être déjà un concept que DC savait comment manipuler pour le rendre plus ou moins sérieux. Enfin, le volume de Brubaker et oh là, aide-moi, Granville, Brian Talbot, qui était vachement sérieux. Le volume de Jill Thompson qui était plus délirant. Et le volume de Buckingham qui fait très vertigo. Donc c'est déjà une équipe qui est assez polymorphe en vérité. Moi franchement je suis pas mécontent de ce que j'ai vu. Très bien. Moi pareil, pareil. Tu vas pouvoir lire ces 3 volumes du coup. Oui. Ouais. Toujours à l'occasion fait le larron, ouais. Comme on dit à chaque fois. Du côté du cinéma, le trailer de The Archies, donc la version bollywoodienne de l'esprit Archie Comics, qui d'ailleurs fait plus Archie que Riverdale. Complètement. Très coloré, très joyeux. Ça a l'air bien. Et forcément très chantant, quoi. Je sais pas, moi, c'est vraiment le Archie comme tu pourrais l'imaginer. C'est logique que ça vienne de la culture du coup indienne, qui a toujours aimé le cinéma de la danse, le cinéma exubérant, le cinéma des musicals. Le monde d'Archie Comics est traversé par la musique. Archie est guitariste, il est dans un groupe de rock. Il y a eu la série The Archies, il y a eu le cartoon The Archies avec des vrais morceaux originaux. T'as le groupe Josie T'as Josie and the Pussycats, évidemment, qui s'appelle Pussycat and the Josies dans Pipoudou.
Oui, c'est vrai. C'est pour toi, Balak. Donc voilà, c'est un truc qui est effectivement assez logique de confier à ces équipes-là. Et de fait, le côté carton-pâte, en fait, est très, très niais et très poussiéreux, enfin, très Amérique tarte aux pommes de Archie Comics, en fait, s'épanouit bien dans cette espèce pas de second degré, mais de côté un peu auto-parodique ou auto-conscient du côté musical un peu bric-à-brac du cinéma indien. En fait, c'est peut-être justement un produit qui n'aurait pu être fait que là-bas. Parce que aux États-Unis, justement, quand tu dis adolescent, petite ville, machin, on te sort Riverdale. Et en fait, la partie musicale de Riverdale, elle est quasiment inexistante. Même le côté, toute la légèreté de Riverdale, elle a été, c'est le Gotham d'Archie Comics, en fait, Riverdale. Hein. C'est l'exagération dans le complètement, bien noir, jusqu'à devenir série Z au niveau du noir. Et en fait, après avoir passé ce stade-là, ils se sont dit, bah, quitte à faire du série Z, faisons-le consciemment. Ce qui est toujours, en fait, la trajectoire des séries CW, c'est marrant. Donc ouais, moi, franchement, ça a l'air fun, ça a l'air débilos. Il y a pas de raison que ce soit mauvais. En plus, le cinéma indien qui est en odeur de sainteté, pardon, depuis RRR. Qui s'exporte mieux, ouais, qui s'exporte mieux. Alors, RRR qui est toujours pas arrivé en France, je crois, d'ailleurs. Bah si, bien sûr que si. C'est sorti l'été dernier, en France. Bon? Mais c'était pas une toute petite, Bah, enfin, t'as loupé le truc. Ah oui, j'ai complètement loupé le truc. C'était complètement l'été dernier, RRR. Ok, C'était sorti au cinéma et tout ça. D'accord, peut-être. Mais, ouais. Bah, pas peut-être, oui, si. En tout cas, ce film-là, il a été un peu le blockbuster, du cinéma indien dont il fallait, dont le cinéma indien avait besoin pour accompagner ce mouvement d'importation. Puis on a eu plusieurs films là de Bollywood cette année. Le dernier c'était avec Shah Rukh Khan aussi qui était sorti le mois dernier, qui était hyper bien. Le pote de Choron. T'aurais dû le voir en plus toi, qui était en mode full frontal dans son message politique. C'était incroyable. C'était la première pensée que j'avais eue en sortant de ça, c'était putain, mais les ricains qui se plaignent des messages entre guillemets wokistes des films de super-héros, et s'ils allaient voir ça, qu'est-ce qu'ils penseraient, quoi. Mais vu que c'est des ricains, ils vont pas le voir, je sais pas. Enfin, quoique, remarque, parce que c'était un peu ça aussi. Ça marche. Oui, non, mais bien sûr. Mais donc, oui, c'est. Voilà. Pardon. Natou. Bref, ça a l'air super cool. C'est vachement bien, Natou. Moi, je suis chaud. Ouais. Natou. Incroyable. Quelle mise en scène. Ah, et donc on va terminer la partie cinéma avec la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin de la grève pour la saga Fra. En tout cas, à l'heure où on enregistre ce podcast, ils sont en train de revoir les accords, de tout ratifier. Normalement, ils devraient signer au courant de la semaine. En tout cas, la grève, effectivement, elle a été votée pour qu'on arrête. Donc les acteurs peuvent reprendre le chemin des plateaux, et notamment par rapport à The Marvels, dont le podcast arrive tout bientôt. Brie Larson et tout ça sont envoyés directement au combat pour aller défendre le film et le sauver de son démarrage très 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 mauvais. D'ailleurs, on pourrait en parler aussi, hein, mais c'est le pire démarrage pour Marvel Studios ever, ouais. C'est-à-dire que ça fait moins bien aux États-Unis en termes de démarrage que le précédent record, qui était celui de The Incredible Hulk. Donc on est, enfin c'est fou, quoi. Bah c'est démarrage vraiment merdique, quoi. Ouais. Le film va pas se rembourser, je pense. Ah bah non, là c'est impossible. Il faut 440 millions. C'est mal barré. En plus, est-ce que, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas lui qui mérite le plus de se vautrer, hein, mais. Non, mais alors le fait d'avoir, il mérite pas beaucoup plus non plus, quoi. T'as zéro promo avec la grève qui a pu être faite correctement. En tout cas avec deux promos presse, quoi, de plateau télévision et tout ça. On en reparle dans le podcast de toute façon, donc en fait sur on fait un très très long hors sujet là-dessus. Ouais, sur tous les facteurs autour du film et tout ça. Mais donc ce que je veux dire, c'est que la grève est finie et a priori elle devra pas repartir, et conséquence immédiate aussi, les premiers reports. Forcément, du côté de Sony, on a notamment Venom 3 qui a été décalé à novembre 2024. Qui sortira après Kraven, finalement. Ouais. Oui, c'est vrai, parce qu'il était à juillet. De toute façon, sauf s'il décale Kraven. Mais ça prouve que tous ces films sont interchangeables. De toute façon, chez Sony. Chez Sony, c'est même pas des films, quoi. C'est des placeholders de salles de cinéma. Tu sais pas à quoi ça sert, quoi. Ben non, moi, je sais pas à quoi ça sert. Non, on sait toujours pas. Je pense que Sony savent pas non plus, en fait. Clairement, ils savent pas. Et donc Marvel Studios aussi, qui eux modifient plus en profondeur les films, parce qu'en gros il y a tout qui passe à 2025. Enfin, il y a que Deadpool 3 qui est maintenu pour 2024 et qui passe de mai à juillet 2024. En conséquence de quoi, Captain America New World Order il passe à février 2025. Qui apparemment a pas l'air incroyable. Qui apparemment a des problèmes de gros reshoot à faire. Donc Blade, il est repoussé. De toute façon, il avait encore rien de truc. Il devait partir en pré-production, mais enfin, il y a tout qui s'est, de toute façon, The Blade, c'est un chantier pas possible. Donc, a priori, c'est quand même novembre 2025. Et l'autre film, rappelle-moi, c'est lequel? Zut, je ne l'ai plus. Je sais pas.
Thunderbolts, mais oui, Ça, je l'avais sans regarder l'écran. ouais, les Thunderbolts aussi, dont on sait pas grand chose pour le moment. Et dont je me fous complètement, personnellement. Bah, vu que J'ai vraiment pas envie de voir ce bah, film. le roster est pas Ouais, excitant, non. quoi. Et puis là, en plus, c'est en train de devenir canonique dans l'univers Marvel que, en fait, c'est ça maintenant les Thunderbolts, t'as envie de dire, mais vous n'avez pas compris le concept. Enfin, Après, pareil, profiter de la grève pour faire un Thunderbolts vraiment vénère et en faire la réponse rated R à The Suicide Squad, ça peut être rigolo, tu vois. Après, ce sera toujours compliqué parce que c'est des personnages qui ont tous là, vécu. ça coûte plus cher que faire Blade, de faire Thunderbolts quand même. Parce que c'est pas mal d'acteurs qui sont déjà en contrat depuis très longtemps. Florence Pugh, elle demande du pognon quand même. Bah, David arrête. Harbour aussi. Eh bah, c'est très bien, on l'a fait crever. Oh, c'est dur. On les fait crever, ces personnages, au début, voilà. Vous vous demandez du pognon. Non, ce que je dis, Qui fera l'accent russe oui, après. mais attends, The Suicide Squad aussi, c'était un bête de casting, tu vois. C'est Oui, mais la à gueule. cause du Covid. Oui, c'est mais pas- ça, qui peut dire s'il aurait marché sans le Covid, tu vois. Oh, bah, sans le Covid et sans la stratégie Day One de Jason Killer, tu peux être sûr que ça aurait été différent. Bob Iger, il a dit, on prend plus de risques maintenant. Je sais pas, moi je vois bien comme un gros truc PG-13 à la con, vraiment genre Avengers avec des flingues. J'ai vraiment pas envie de voir ce film, vraiment pas envie. Bref. Oui, mais donc voilà, c'est les gros décalages à 2025. Donc 2024, ça va être une année très spéciale. Secret Wars sortira en 2041. Ouais, très certainement. Non, mais par contre, tu vois, pour le coup, avec ces décalages tout ça, parce que du côté de DC, bon, on aura Joker, Folie à 2, mais en termes de super-héros mainstream, il y aura rien. Ouais. L'année prochaine. Et Joker, je crois que c'est en octobre, hein, donc c'est-à-dire que vraiment, on aura zéro contenu Mais il Warner y aura Pingouin, au quoi. cinéma, quoi. Oui, mais je dirais en cinéma. Oui, bien sûr. Et même, il y aura Pingouin, c'est tout. Il y aura Pingouin, Lois et Clark et, enfin, Superman et Lois. Non, il y aura d'autres trucs parce que tu auras Prime Video, Batman. Ah oui, mais t'as raison. Et Batman Cape Crusader. Ouais, peut-être, t'auras Noonan aussi. Ouais. Non, t'auras des trucs quand même, hein. Ça sera pas une année sans contenu d'essai, mais là, je te parle que de cinéma, donc restons sur le cinéma. Du côté de Marvel Studios, il y aura que Deadpool 3. Et alors, t'auras quand même, a priori, Madame Web et Craven chez Sony, mais en gros, ça va faire que 4 films sur l'année, ce qui est pas énorme par rapport, voilà, à ce qu'on a connu les dernières années, quoi. Où Madame Web, Craven et Venom 3. Non, pas Venom 3, il était repoussé. T'as pas dit novembre 2024? Non, oui, pardon, je veux dire 2025. Pardon. Ah, pardon, ok, excuse-moi. Non, il est passé loin. Il est plus en 2024, Venom 3, du coup. Ok. Parce qu'il venait à peine de démarrer son tournage, là, ils peuvent absolument pas le sortir en un an, quoi. Ouais, ça va pas être là une grande année pour le cinéma. Enfin, de super-héros. Bah, mais moi, je la trouve intéressante quand même, la perspective, parce que Deadpool 3, ça peut être sympa. Joker Folie à 2 sera sympa. Enfin, ces deux projets-là peuvent être quand tellement même différents, de toute façon, que ce sera au moins intéressant, quoi. Oui, ce sera intéressant. Et puis, bon, Sony sera toujours de la merde, hein, a priori. Il n'y a pas de raison que ça change. On sait jamais, on sait jamais. L'horloge cassée, pardon, donne au moins une fois l'heure tous les. Ouais. Bref. Mais quand même que 2024, c'est cette année de pause, de flottement, de transition un petit peu. Voire d'extinction. Non, pas d'extinction. Non. Faut pas dire ça. Bah non, vraiment pas. Bah, si les films continuent de se vautrer, si Deadpool 3 encore c'est très différent. Mais non, mais parce que justement les studios là, ils vont pas sortir de films, donc ils peuvent pas se vautrer. Tu peux pas te vautrer quand tu sors rien. Oui, mais l'intérêt du public peut bifurquer vers autre chose. Là, tu sais, il y a un film Zelda qui a été annoncé. Demain, l'année prochaine, il y a encore beaucoup d'adaptations de manga. Ça, c'est vraiment ta façon de voir les choses. Que pour moi, c'est que tu prends un peu cet instant de pause pour laisser les gens respirer et après, tu dégaines le trailer bien branlé, justement pour qu'ils se réintéressent à ce que tu vas leur proposer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi, théorie de Todd McFarlane, pendant le Covid, qui disait, les gens, ils vont au comic shop parce qu'ils ont l'habitude d'y aller. S'ils perdent cette habitude-là, on sait pas s'ils la reprendront après le Covid. Mais Barbenheimer a prouvé que s'ils veulent y aller, ils y vont aussi. Mais pas pour des super-héros, justement. Là, peut-être que... Guardians, ok. The Batman. Shazam 2, Black Adam. Oui, mais parce que c'est des films de merde. The Marvel, Ant-Man 3. Parce que c'est des films qui sont pas bons. On sait pas s'ils seront bons l'année prochaine, déjà, pour commencer. Et puis c'est pareil, même les films de Sony, moi, je pense vraiment que ça va être gaufre sur gaufre, hein, à mon avis. Enfin, Craven, il a rien à vendre, il a rien à défendre. Les forecasts étaient dégueux quand ils voulaient le sortir. Et en plus, comme Morbius, il va être beaucoup repoussé. Les gens qui s'y intéressaient un peu auront le temps de passer à autre chose. Madame Web, je sais pas, peut-être qu'il y a le charisme des actrices qui va faire le taf. Non, moi, je crains le glissement, en fait, parce que les gens vont, tu vois, c'est ce que disait Yasmina dans le podcast The Marvel, les gens, ils vont aussi par panurgisme, en fait, parce que c'est une habitude qu'ils ont prise et que, voilà. Effectivement, moi, je trouve ça bien de respirer, etc., mais le cinéma va pas s'arrêter en attendant que le studio reprenne son souffle. Et peut-être qu'en fait, il va y avoir d'autres nouvelles tendances qui vont arriver, ou qui vont se confirmer, ou qu'en fait, les gens vont se dire, bah, finalement, c'est pas si mal de vivre dans un monde sans Marvel Studios, en fait. Et peut-être que, je sais pas, hein, je veux pas encore une fois faire une prophétie pessimiste ou quoi, mais
il aurait peut-être fallu qu'ils aient une victoire en fait maintenant pour être sûr au moins de pouvoir revenir dans les bonnes conditions. Guardians, même si Deadpool 3 sera Guardians effectivement, mais Guardians c'est l'acteur de James Gunn qui est à la concurrence. Maintenant, c'est compliqué quand même de déconnecter le film de James Gunn, tu vois, c'est pas un film de Marvel Studios comme les autres. Et Deadpool 3 non plus d'ailleurs, parce que Deadpool 3 même s'il fonctionne, on pourrait se dire mais c'est le dernier né de la Fox, il fonctionne parce que Hugh Jackman il est revenu et qu'il a enfin ce putain de costume jaune. Oui. Voilà, et en plus c'est un film qui va affronter, embrasser même la mort de l'univers Fox. Je sais pas quels éléments de Marvel Studios ils vont mettre dedans, parce qu'il y aura une pause générique où il va serrer la patte de je ne sais pas quel héros Marvel pour dire ça y est, maintenant je suis canonique. On verra bien, mais même s'il fonctionne, ce sera le succès de Ryan Reynolds, ce sera le succès de Deadpool, et les adieux aux anciens X-Men, même si, encore une fois, c'est un autre débat. Donc voilà, moi je sais pas en fait si c'est tant que ça une bonne nouvelle. J'ai l'impression en fait que vraiment, si jamais Joker par exemple, c'est un cas très particulier, Deadpool 3 c'est un cas très particulier, et les films de Sony je les vois pas intéresser grand monde de toute façon. Peut-être qu'effectivement il serait intéressant de voir en 2025 si le public est encore prêt à se réinvestir dans ces œuvres-là, tu vois. James Gunn, Superman. Oui, non, mais je parle bien chez Marvel. C'est la clé d'équation. Oui, par contre, chez Marvel, il faut annoncer Fantastic Four, il faut intéresser les gens avec un truc neuf et montrer qu'il y a une tonalité neuve. C'est vrai que ça va être compliqué de faire ça avec Thunderbolts ou Captain America qui sont déjà en chantier, qui ont déjà été tournés, tout ça, tu vois. Tu vois, il y a une époque où les gens attendaient Thanos, par exemple. Les gens, ils voyaient Thanos qui met son petit gant à la fin de Age of Ultron. Là, qui attend le retour de Kang le Conquérant? Tout le monde s'en fout. Surtout que tout le monde s'en bat les couilles. Ils ont raté. Point. Mais de toute façon, ils l'ont fait crever à chaque fois. À leur place, même je réécrirais. Ils l'ont fait disparaître à chaque fois, de toute façon. Il y a aucun projet, pour l'instant, si tu les regardes, même si on dit il y a des variants qui reviennent, on les monitore, on les surveille, je sais pas quoi, t'as zéro truc qui te dit c'est une réelle menace. Bien sûr. Il s'est fait péter la gueule par Ant-Man. Bien sûr. Et ça. Et rappelle-toi des faux leaks de script. Il y a pas de. Les faux leaks de script de Black Panther 2 où il disait, en plus de Namor, il y aura peut-être une scène post-générique avec Doctor Doom et tout. Non, et à l'époque, c'est n'importe quoi parce que c'est faux. Mais à l'époque, les gens disaient, au moins ce serait un truc pour enthousiasmer parce que c'est pas ce qu'a donné Jonathan Majors dans Loki saison 1 ou dans Ant-Man 3 que les gens ils vont s'accrocher. Même Loki saison 2. Qui attend la bataille finale avec Kang? Il s'est fait poutrer par des fourmis. Enfin, tout le monde s'en fout. Je suis désolé. Tout le monde s'en fout. Et réécrivez-moi ça. Vous avez le temps. Réécrivez le plan. Virez le truc. Voilà. C'est Kang, ça n'a pas pris. C'est trop tard. Et en plus, l'acteur, on sait pas s'il sera encore en liberté. Ouais, c'est ça. 2024. Donc, désolé les gars, mais là, il faut changer le fusil d'épaule. Pareil, encore une fois, au pied du mur, tu te dis, mais attends, est-ce qu'on n'a pas des vrais grands vilains comme Magneto, comme Doctor Doom? Et des acteurs. Voilà, des acteurs qui pourraient être de meilleure facture que cette pauvre, pathétique tentative de faire une adaptation comme Le Conquérant. Voilà, moi je serais assez curieux je serais curieux d'être une petite souris dans les bureaux de Marvel en ce moment et de constater les trucs que nous on est en train de dire là et de se poser la question en fait chez eux, comment réinventer le truc. Voilà. Très bien. Eh bien, on en a terminé sur ce podcast. Voilà, comme d'habitude, à la fin, on vous dit que si vous appréciez le travail que l'on fournit avec ces émissions, l'important c'est vraiment de le faire savoir en partageant sur les réseaux sociaux. Ça coûte pas grand-chose, juste un tout petit peu de votre attention, mais vraiment c'est quelque chose de très facile à faire que vous pouvez faire. Donc on vous rappelle que c'est important parce que c'est vrai que quand tout va bien, on n'y pense pas forcément, mais donc voilà, on a besoin de ce soutien. Il n'est pas forcément systématique et tout ça, donc on vous rappelle que c'est important. Puis notre page Tipeee qui est ouverte également, là aussi c'est le début du mois, donc les compteurs sont remis à 0 pour tous ceux qui ont participé ponctuellement, donc n'hésitez pas à venir faire grimper un petit peu la cagnotte. C'est toujours les débuts de mois, c'est toujours un petit peu difficile avant que ça aille mieux sur la fin, et merci en tout cas aux 132 personnes qui continuent de nous soutenir, et également à Baptiste Gavada pour son petit tip ponctuel fait au début du mois. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!